Mesdames, Messieurs, chers collègues, nous allons donc débuter notre audition. Je voudrais vous indiquer préalablement qu'il convient de respecter les distances, naturellement, que nous connaissons bien maintenant, mais vous dire aussi que l'audition de Monsieur le ministre est retransmise en direct sur le site Internet du Sénat. Il y a également des collègues qui nous suivent, mais je vois Monsieur Richard en photo, en visioconférence. Naturellement, chacun pourra intervenir. L'audition de ce soir porte naturellement principalement sur le texte que nous avons à connaître, intitulé « Sécurité globale ». Naturellement, d'autres questions pourraient arriver, et peut-être une en particulier qui nous a interrogés à la commission des lois au mois de décembre. Je cherche du regard Monsieur Durin, Madame de la Gontrie, relative, Monsieur le ministre, au point sur les trois décrets qui ont été pris le 2 décembre dernier, qui ont modifié les dispositions du Code de la sécurité intérieure, relatives en particulier au traitement des données à caractère personnel et qui permettent de recueillir des données relatives à l'appartenance syndicale, aux activités politiques, aux convictions philosophiques et religieuses, mais également les identifiants sur les réseaux sociaux et certaines données de santé, ceci parce que cela s'avère nécessaire en matière de sécurité publique ou de sûreté de l'État. Le Conseil d'État, en référé, a estimé qu'aucun des arguments avancés par les requérants qui avaient fait un recours n'était de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de ces dispositions, qu'en fait, le fait d'attester que des opinions puissent représenter un danger en elles-mêmes démontre une rupture dans la manière de penser la sûreté de l'État. Pas de difficulté particulière, n'existe pas tout de même un risque. Monsieur le ministre, on aimerait vous entendre sur ce point. Et puis, ma deuxième question, et moi ensuite je me tairai au profit de vous-même et des collègues, nous abordons le texte de sécurité globale et au même moment sont annoncés, alors vous avez annoncé le Beauvau de la sécurité, d'une part, et d'autre part, engager un débat sur la réforme entre la police et la gendarmerie. Nous nous inscrivons dans cet ensemble-là, nous voudrions y voir clair sur la manière dont les choses vont s'organiser et n'y a-t-il pas, ou y a-t-il peut-être une difficulté à aborder ce texte aujourd'hui intitulé « Sécurité globale » et en même temps avoir d'autres démarches, ou y a-t-il des complémentarités? Auquel cas, s'il y a des complémentarités, nous souhaitons pouvoir je vais vous expliquer sur ces points. Voilà, moi j'en ai terminé, Monsieur le Ministre, et je vous laisse naturellement la parole tout de suite. Merci, Monsieur le Président. Vous souhaitez que nous abordions en deux temps la commission, d'abord les fichiers, ensuite sécurité globale, ou vous souhaitez une intervention? Ça permettrait de régler le problème tout de suite, peut-être en matière d'organisation de nos débats. C'est peut-être très bien. D'abord les fichiers, puis ensuite on prendra la parole sur la sécurité globale. Très bien. Très bien. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, permettez-moi tout d'abord de vous adresser mes vœux les plus sincères de bonheur, de santé et de réussite, bien sûr, dans vos mandats et dans vos vies personnelles. Sur la question des fichiers que vous avez évoqués, j'avais répondu, Monsieur le Président, à une question au Sénat avant la trêve des confiseurs, et c'est bien évidemment avec bonheur que je veux bien repréciser les choses, surtout que vous l'avez dit vous-même, le Conseil d'État a jugé entre-temps des dispositions conformes sur le référé, renvoyant au fond un certain nombre de sujets, même si déjà le Conseil d'État a jugé en partie au fond dans ces référés. Ces fichiers que vous évoquez ont été créés entre 2009 et 2011. Ils ont été codifiés dans le Code de la sécurité intérieure, vous l'avez dit. Les trois décrets que vous avez évoqués ont été publiés le 2 décembre 2020, notamment suite à un contrôle de la CNIL en 2017 et 2018, qui a donc engagé en partie les modifications que j'ai eu à publier par ces décrets du 2 décembre. Il s'agit de deux types de fichiers différents. Le premier, ce qu'on appelle EASP, l'enquête administrative liée à la sécurité publique, qui relève de la Direction générale de la police nationale et de la préfecture de police de Paris. Ce sont des informations nécessaires qui sont criblées. À chaque fois, c'est fait sous le cadre d'enquêtes criblées par les renseignements territoriaux, qui permettent, à l'issue de ces enquêtes, de pouvoir tenir un fichier qui a actuellement, quand je dis actuellement, c'est le mois de novembre, 221 711 occurrences
dans ce fichier pour pouvoir mettre en place ce fichier qui permet de lister les personnes qui ont vocation à accéder à des bâtiments ou des sites sensibles pour l'État, dans l'exercice de la souveraineté de fonctions de préfet ou d'ambassadeur, par exemple, donc des fonctions particulièrement évidemment exposées, ou parfois pour des ordres nationaux. Il s'agit donc de mettre dans ce fichier, pour la suite des enquêtes criblées par les RT, des dispositions qui permettent de voir si les personnes sont ou ne sont pas dignes de pouvoir accéder à ces sujets de sûreté d'État et de souveraineté. Les deuxième type de fichiers, c'est le PASP et le JPASP. Le PASP parce que c'est la prévention des atteintes à la sécurité publique, le fichier de la Direction générale de la police nationale, enrichi par le renseignement territorial et la DRPP, la Direction des renseignements de la préfecture de police de Paris, et le JPASP, qui est à peu près son parallèle pour la DGGN, la Direction générale de la gendarmerie nationale, tous les deux d'à peu près 60 000 ou 67 000 selon l'un ou l'autre nom. D'ailleurs, ce n'est pas cumulable, il y a souvent des occurrences dans les deux, d'un côté gendarmerie, d'un côté police, ce qui fait que ce n'est pas 120 000 noms en tout. Évidemment, comme ces fichiers ne sont pas fusionnés, ce qui est une garantie de liberté publique, des personnes peuvent se retrouver dans les deux fichiers. Ces deux fichiers sont légèrement différents du premier que j'évoquais. Il s'agit de la conservation des identités des individus dont l'activité peut porter atteinte à la sûreté de l'État, qui peut intéresser l'ordre public ou être en lien avec des faits de violence collective. Et donc ces fichiers sont tenus par les services de police et de gendarmerie que j'évoquais. Alors, ces fichiers se présentent comme des fiches individuelles, avec des fiches annexées d'ailleurs en PDF, qui permet évidemment de pouvoir ne pas faire de recherche, soit sur la photo, soit sur d'autres dispositions qui sont expressément prévues par le décret. Elles ont, et c'est bien naturel, été contrôlées par la CNIL, par le Conseil d'État. Il y a eu également une analyse d'impact de protection des données telle que prévoit la loi. Et par ailleurs, ils ont été publiés, contrairement à beaucoup de fichiers de souveraineté, ce qui garantit, je crois, l'information normale des citoyens et bien évidemment des parlementaires qui évoquent ce sujet aujourd'hui. Je voudrais souligner que pour trois raisons, et j'en terminerai là, Monsieur le Président, tout en répondant évidemment à toutes les questions que vous souhaiterez. D'abord que ces fichiers ont été modifiés, non pas créés, à la demande de la CNIL elle-même, suite à ses contrôles de 2017 et 2018, ce qu'elle a réaffirmé dans ses communiqués de presse, qui sont évidemment à votre disposition comme dans ces arrêts. Nous avons repris, puisque c'était le moment de les modifier, les dispositions de la loi RGPD, puisque les fichiers avaient été créés avant la loi RGPD, approuvée d'ailleurs par votre Haute Assemblée, dans les dispositions que nous évoquons, notamment sur la question de l'activité ou de l'opinion. C'était une question qui avait été posée. La RGPD, la transmission telle qu'a été faite par les instances européennes, le vote par le Parlement, le texte de la loi informatique et liberté prévoit opinion politique et non pas activité. Et c'est la CNIL elle-même qui nous a demandé de modifier cette occurrence. Et puis enfin, nous y avons rajouté des catégories sur les activités sur les réseaux sociaux, évidemment, puisqu'en 2009 et 2011, il n'y avait pas un tel lien entre les activités subversives, les atteintes à la sûreté de l'État, et les activités évidemment répétées sur les réseaux sociaux qui peuvent intéresser les services de renseignement, les services de police et de gendarmerie. Voilà en quelques mots, Monsieur le Président. Vous avez effectivement évoqué le fait que, suite pourtant à des avis conformes de la CNIL, pourtant à des approbations du Conseil d'État, ces décrets ont été attaqués et que le Conseil d'État, dans une décision toute récente, a donné raison au ministère de l'Intérieur. Merci, Monsieur le Ministre. Sur ce point, j'ai deux questions. Monsieur Durin, qui souhaite poser une question, et ensuite Monsieur Durin. Parfait. Merci, Monsieur le Président. D'abord, vous remercier d'avoir relayé cette demande que notre groupe avait présentée au sujet des fichiers, cette demande de précision auprès du ministre que nous saluons et que nous remercions pour ses vœux. On vous adresse, Monsieur le ministre, aussi des vœux d'une année apaisée. Et dans cette affaire de fichiers, il est autant question de l'égalité d'ailleurs que de climat. Alors la question de l'égalité, c'est évidemment l'élargissement de la liste des informations collectées, l'élargissement du type de personnes concernées. On avait des personnes physiques, on a maintenant des personnes morales. L'élargissement de ceux qui peuvent consulter ces fichiers. Alors, sans emphase ni excès, certains évoquent les lois scélérates. Je sais que vous êtes
personnalités d'une grande culture, donc on ne va pas les chercher dans l'histoire ancienne des choses trop excessives, mais il y a un vrai questionnement de personnalités publiques, de juristes, qui trouvent quand même qu'on pousse un peu loin la collecte d'informations qui ont d'ailleurs des finalités et des sensibilités de nature très très différentes. Ce qui nous inquiète, et un des objets de ma question, c'est de savoir si on vient, par ces décrets, finalement régulariser, comme je l'ai lu, des pratiques qui étaient déjà en cours, sans base juridique, savoir comment les fonctionnaires qui auront à renseigner ces fichiers seront formés, parce que quand il s'agit d'apprécier des options philosophiques, politiques, il faut quand même avoir un peu de discernement et de subtilité. Voilà pour les aspects légalité. Et puis, est-ce que ça ne vient quand même pas dans un contexte où chacun peut observer qu'il y a une grande tension dans notre pays, une grande inquiétude, des désordres psychologiques individuels et collectifs, jeter un peu d'huile sur le feu. Les questions de sécurité publique sont extrêmement sensibles. On a un autre texte qui arrive et qui suscite bien des émotions. J'ai lu un texte une missive d'un député de Guyane qui s'étonnait du recours aux chiens pour réprimer une manifestation hier à Cayenne. On a un peu partout sur le territoire des éléments d'inquiétude qui sont très épars, mais qui contribuent à un désordre dans le climat du pays. Je pense dans la région Bourgogne-Franche-Comté à un boulanger là, qui se mobilise par une grève de la faim, Stéphane Ravaclet, pour un jeune Guinéen qui va être expulsé. Voilà, tous ces ferments d'inquiétude, au-delà des fichiers, me paraissent de nature à entretenir un climat qui n'est pas sain, qui contrevient aux libertés du public, ou en tout cas au sentiment qu'on en a. Et donc, du coup, j'aimerais que vous puissiez nous éclairer sur les quelques questions que je vous ai posées. Merci, M. Durin. Madame Benbassa. Merci, Monsieur le Président. D'abord, tous mes voeux à tout le monde, que cette année soit plus sereine, que ce soit l'année de la santé retrouvée. Alors, ma première question serait sur ces fichiers. Je me pose la question de savoir pourquoi étendre ce fichier aux opinions politiques, convictions philosophiques, religieuses, mais aussi à l'appartenance syndicale, et en quoi ce fichage permettrait de lutter plus efficacement contre la menace terroriste. Et deuxièmement, et en quoi, je vous demande quelques précisions, surtout sur la mention d'atteinte aux institutions de la République. Et dernière question, selon les dispositions de ces décrets, les personnes morales, en l'occurrence les associations, pourront désormais également faire l'objet de ces mesures. Et quelles garanties le gouvernement entend-il mettre en place pour protéger la liberté d'association et la liberté d'opinion au sein de ces associations françaises? Voilà, merci. Merci, madame. Pas d'autres questions, monsieur le ministre. Je vous propose de répondre. Et ensuite, nous aborderons le texte de sécurité globale. Merci, Monsieur le Président. Bon, peut-être très rapidement, d'abord, je ne peux pas laisser dire, si Monsieur le Sénateur le permet, qu'il contrevient aux libertés publiques. Voilà un texte qui a été validé, d'abord validé par le Conseil d'État et par la CNIL en amont, et validé par le Conseil d'État en aval. Donc je pense que le Conseil d'État est le garant de nos libertés publiques, a souligné à quel point les textes étaient respectueux, d'autant plus respectueux qu'ils ont été faits à la demande de la CNIL elle-même, évidemment, et c'est un point important. Ensuite, vous évoquez, peut-être que c'est la même question de Mme Benbassa, sur la question des opinions. Je répète encore une fois que ce n'était pas fait à la demande du gouvernement, que c'est le législateur lui-même qui a inscrit opinion politique plutôt qu'activité politique, et que vous l'avez voté en tant que Haute Assemblée, d'ailleurs dans la loi RGPD, dans la transposition, et c'est l'inscription de la loi informatique et liberté telle qu'elle a été rédigée par le législateur. Et je crois qu'on ne peut pas reprocher au gouvernement de vouloir faire parallélisme des formes et d'inscrire ce que le législateur lui-même a voulu inscrire dans le décret susnommé. Oui, bien sûr, les agents sont formés. Alors, ils sont déjà formés. Ces fichiers, je le rappelle, ils existent. S'il y avait d'ailleurs une difficulté de ces fichiers, ce n'est pas qu'ils étaient liberticides, c'est qu'au contraire, ils étaient très sommaires dans leur rédaction et dans les informations qui ont été données. Et c'est même la base du reproche que la CNIL a fait en 2017 au gouvernement de la République,
en expliquant que les informations données, notamment les catégories de données qui avaient été mises en place par les décrets précédents, étaient rédigées de façon trop sommaire et pouvaient donner lieu à des interprétations divergentes sur le paramètre qu'elles recouvraient. Je cite ainsi la CNIL et son avis. Et donc ce que nous avons fait, c'est préciser d'ailleurs à la demande de la CNIL, en correction avec sa demande, des catégories qui étaient moins sommaires, beaucoup plus précises et qui permettaient de bien voir quels étaient les périmètres qu'on recouvrait. Et donc je crois qu'ainsi on évoquait ce travail que la CNIL elle-même a qualifié de régularisation des pratiques des services. Sur la question de la façon dont fonctionnent les agents, ce fichier a une double qualité, si je veux dire, pour rentrer les informations. D'abord, l'agent, qui bien sûr est formé, il travaille dans un service de renseignement et ils sont d'un grand professionnalisme, il rentre des éléments et puis il est validé par le service central. Donc il y a une sorte de double entrée qui permet de qualifier l'inscription de ces données, bien évidemment. Sur le contexte, je vous mélangez un peu tout, monsieur le sénateur, si je puis me permettre. Vous évoquez la difficulté du contexte. Moi, je verrais le contexte terroriste qui touche notre pays, qui est un contexte extrêmement important. Depuis que je suis ministre de l'Intérieur, j'ai eu à connaître plus d'attentats dans un temps réduit depuis le gouvernement de monsieur Valls. Ça fait plus de 5 ans. Évidemment, des difficultés extrêmement fortes pour la sécurité publique de nos concitoyens, puis aussi des actions subversives qui ne voient pas les images, notamment des Black Blocs, sur les manifestations, dont chacun se demande comment on n'arrive pas à intervenir. Peut-être que les services de renseignement n'ont pas forcément toujours les moyens de le faire. En tout cas, ces décrets viennent lutter contre ceux qui atteintent à la sûreté de l'État, aux institutions. Je le rappelle d'ailleurs, pour ce qui est des institutions, pour Mme Benbassa, il s'agit notamment du premier des fichiers, celui qui permet justement de cribler tous ceux qui ont un laissez-passer ensuite, si j'ose dire, pour aller dans les sites, dans les bâtiments qui sont ceux de la sûreté de l'État, ou quand on nomme des préfets ou des ambassadeurs, ou des directeurs d'administration centrale, ou des chefs de service qui sont notamment dans des services de renseignement, il apparaît normal que la République puisse cribler et inscrire la personnalité de ces personnes pour les rendre évidemment compatibles avec les fonctions éminentes qu'ils vont évidemment faire au nom de la République. Sur la question des appartenances syndicales, il ne s'agit pas de ficher les personnes parce qu'ils ont une opinion religieuse ou une opinion syndicale ou une opinion politique. Il s'agit, parce qu'ils ont fait des actions violentes, de voir quels sont par ailleurs leurs liens. Si nous parlons de quelqu'un qui est par exemple dans la radicalisation islamiste, il apparaît intéressant de savoir qu'il est délégué syndical peut-être dans une entreprise. Peut-être que ça peut aider à un certain nombre de prévenances dans son action. Et encore une fois, ces renseignements ne sont pas en soi évidemment des culpabilités, mais permettent, je rappelle les chiffres extrêmement peu nombreux des personnes concernées, 60 000, nous permettent effectivement de pouvoir avoir plus d'informations sur telle ou telle personne, telle ou telle activité. Il s'agit là du niveau bas du renseignement. Le niveau haut est le fichier FSPRT, comme vous le savez, et vient ainsi compléter le travail que peuvent faire les services de renseignement dans un fichier dont je rappelle une fois qu'il est publié, évidemment, contrairement à d'autres fichiers de souveraineté. Donc là, il ne s'agit pas, encore une fois, je voudrais bien le répéter, de ficher les gens par opinion politique, par opinion syndicale, par opinion religieuse, mais parce qu'ils ont fait des actions violentes ou parce qu'ils sont suspectés d'actions violentes, de voir quel serait évidemment leur cercle d'action. Il faut relativiser ce nombre de personnes. Le TAJ, fichier bien connu, c'est 19 millions de personnes. Là, il s'agit de fichiers à 60 000 à peu près personnes, encore une fois dirigés directement par des services de renseignement. Merci, monsieur le ministre. Je vous propose qu'on aborde désormais le texte de sécurité globale. Je vous redonne la parole, bien sûr, mais ensuite nos rapporteurs, monsieur Loïc Hervé, monsieur Marc-Philippe Daubresse, vous poseront des questions, et puis les collègues qui le souhaitent le feront savoir, et comme habituellement, la parole sera donnée à chacun. Monsieur le ministre. Bien, Monsieur le Président, peut-être avant l'introduction rapide sur le texte de sécurité globale, en saluant la Haute Assemblée pour son travail passé déjà, les nombreuses auditions faites par les rapporteurs que je salue, mais aussi futures, peut-être en réponse en quelques instants de vos interpellations sur le Beauvau de la sécurité et sur la question de la gendarmerie et de la police nationale et sa répartition, je sais, qui intéresse les parlementaires et singulièrement la Haute Assemblée qui représente les collectivités locales. À la demande du président de la République, j'ai mis en place et je lui ai proposé, ainsi qu'au Premier ministre, un travail qui permettra de construire la grande loi de sécurité intérieure que le prochain gouvernement, s'il le souhaite, reprendra à son compte ou modifiera
s'il a envie de le modifier, sur le travail que nous pouvons faire, puisque depuis l'arrivée de la gendarmerie nationale au ministère de l'Intérieur, il est commun de constater que le ministère de l'Intérieur n'a pas réfléchi au point de poser une loi de sécurité intérieure comme il y a une LPM pour les armées, pour orienter la sécurité de demain et les services de sécurité de demain, qui concernent autant la police que la gendarmerie. J'ai donc proposé aux organisations syndicales de la police qui l'ont toutes accepté, et je les en remercie, aux représentants des gendarmes, puisqu'ils ont aussi une organisation qui n'est pas syndicale mais représentative de la gendarmerie nationale. J'ai proposé, Monsieur le Président, au président Larcher ce matin, au président Ferrand pour l'Assemblée, que des parlementaires soient désignés également pour participer à ces travaux, ainsi qu'à Monsieur le Président des maires de France de désigner des élus, des maires pour participer à ces travaux, d'avoir 7, les syndicats ont demandé une 8 réunions, qui reprend mes propos de la commission des lois sur la formation, sur les inspections, sur le maintien de l'ordre, enfin bref, sur les sujets qui intéressent évidemment le ministère de l'Intérieur et la société française, pour pouvoir travailler, on va dire, tous les 15 jours. Je proposais de le faire chaque fois une matinée, d'abord pour avoir un éclairage international, c'est toujours bien de savoir comment les autres ont fait, une comparaison police-gendarmerie, des grands témoins, en y invitant Madame la défenseure des droits, des avocats, des anciens policiers, des personnes qui peuvent d'une manière ou d'une autre éclairer le débat sur la sécurité intérieure, et puis évidemment des propositions formulées pour chacun des thèmes que nous avons évoqués et qui ont parfois fait florès dans l'opinion publique. Parallèlement, j'ai proposé que chaque semaine, dans tous les territoires de la République, je puisse faire, avec mes collègues, lorsque ça les intéressera directement, avec vous si vous le souhaitez, des débats publics avec les policiers, les gendarmes qu'il faut savoir écouter, mais aussi le monde, on va dire, de la société civile, et qu'il faudra voir comment on peut répondre aux plus grandes problématiques du monde rural, et notamment des questions agricoles qui sont de plus en plus attaquées par un certain nombre de manifestations anti-agricoles, et comment la sécurité peut être au rendez-vous de leurs demandes. C'est le cas évidemment des élus locaux, c'est le cas évidemment de la jeunesse de France, c'est le cas aussi des entreprises. Bref, nous pourrions multiplier ces débats, et pour qu'au mois de mai, le président de la République puisse conclure, s'il le souhaitait, ce Beauvau de la sécurité, créant ainsi les conditions de la rédaction de la loi de sécurité intérieure que j'évoquais tout à l'heure. Il y a eu de mon prédécesseur une commande, Monsieur le Président, qui était celui du livre blanc de la sécurité intérieure, qui ne concernait pas que ceux de la sécurité en tant que sécurité force de l'ordre, mais aussi la sécurité civile, la façon dont on imaginait évidemment les grandes crises du ministère de l'Intérieur, la façon dont le ministère de l'Intérieur fonctionnait, et qui n'est pas que le ministère de la police ou de la gendarmerie. Et parmi les propositions du livre blanc qui sont soumises à la concertation, qui ne sont que des propositions, il y a effectivement des nouvelles répartitions qui n'ont jamais été imaginées jusqu'alors pour plein de raisons très complexes que chacun comprend, qui est celle de la répartition territoriale entre la police et la gendarmerie, entre les conurbations, les lieux de transport, les territoires de délinquance qui ont évidemment bougé parce que les métropoles se sont agrandies, parce que les territoires ont changé, parce que peut-être que la surface départementale n'est plus tout à fait celle qui est celle de nos concitoyens désormais, vu l'augmentation de population dans certains territoires. Et donc, ces propositions de nouvelles cartes, je l'ai dit, n'ont pas été faites par le ministre de l'Intérieur lui-même. Il va les étudier, comme la répartition des compétences ou même la mutualisation, tout en gardant nos deux forces, gendarmerie et police évidemment séparées et complémentaires, de pouvoir sur le cyber, sur la drogue, sur les cambriolages, on pourrait imaginer sur les grands enjeux de demain, mutualiser un certain nombre d'actions. Et donc, je dis devant la Haute Assemblée que si ces propositions ont été faites, ils sont dans le débat public, et qu'en 2021, nulle carte ne changera territoriale, mais que j'entreprendrai évidemment, territoire par territoire, une discussion avec les forces, en regardant les chiffres de la délinquance, avec les élus, pour voir comment nous pouvons améliorer l'action publique au sein du ministère de l'Intérieur. Ainsi étant dit, Monsieur le Président, peut-être quelques mots sur la proposition de loi communément appelée sécurité globale, en étant heureux de pouvoir faire écho au travail très important qu'ont fait les députés, M. Fauvergue et Mme Toureau, à l'Assemblée nationale, dont je vous rappelle qu'il est un des textes les mieux votés de la législature à l'Assemblée nationale, 388 voix pour sur 577 députés, comme chacun sait. Peu de textes peuvent se résoudre à une telle majorité, englobant très largement l'hémicycle, avec quelques positions, il est vrai, bien solides. Que prévoit ce texte très ambitieux, avec des avancées considérables dans 3 domaines: les compétences de la police municipale, la sécurité privée et l'utilisation des images. Il prévoit, et c'est l'idée principale, un continuum partant du principe que si l'État est le responsable, et il doit rester le responsable, j'y reviendrai, de la sécurité publique, tout le monde participe
à la sécurité. Et les agents de sécurité privée, dont je rappelle qu'ils ont parfois payé un lourd tribut dans la sécurité de nos concitoyens, nous avons fêté il n'y a malheureusement pas quelque temps, et le mot « fêter » est mal utilisé, bien sûr, cet agent de sécurité qui courageusement a empêché un attentat au sein du Stade de France en empêchant le terroriste de rentrer dans le Stade de France, dans les attentats que la France a connus évidemment dans les périodes les plus compliquées il y a 5 ans. Les polices municipales, dont on a vu à Nice, qui même sur la question du terrorisme intervenaient parfois en primo-intervenant dans des conditions extrêmement courageuses et pouvaient d'ailleurs, même si ce n'était pas sa mission première, stopper les délinquants les plus importants, puisqu'il s'agit là d'actes terroristes. Et chacun sait, pour être élu local, l'importance de la police municipale pour nos concitoyens. Et évidemment, les images, qu'il s'agisse des caméras piétons, j'y reviendrai, qu'il s'agisse des drones, bien sûr, et qu'il s'agisse des caméras de vidéoprotection, doivent être réglementées. D'ailleurs, la CNIL nous l'encourage fortement. Et si la place de l'État est celle, évidemment, de la sécurité, et qu'elle doit rester celle de la sécurité, il convient d'imaginer que nous devons mieux travailler avec nos partenaires, sans les considérer comme des partenaires de seconde zone. Trop souvent, les polices municipales, ayant été maire, je l'ai souvent regretté, est considérée par l'État comme une force d'appoint à qui on donne pas beaucoup de renseignements et à qui on laisse faire quelques menues décisions, alors que leur rôle et leur action avec la co-construction du maire, le responsable évidemment de ce qui se passe dans sa commune, est tout à fait importante. Donc nous prenons au sérieux la sécurité privée, nous traitons dignement les compétences des polices municipales avec une expérimentation tout à fait originale à l'article 1er, on y reviendra, et nous renforçons la place de l'État. Je le dis parce que ce texte ne prévoit aucun désengagement sur aucun des acteurs. Il n'y a pas dans le texte que nous vous présentons, Monsieur le Président, de compétences données à la police municipale à la place de la police nationale. Il y a des compétences données à la police municipale en même temps que la police nationale, en prenant une ligne claire. Peut-être que ce sera une différence avec le Sénat, ou en tout cas avec sa majorité. Oui, pour le constat des délits, oui, pour des compétences judiciaires, faits uniques et faits nouveaux, mais non à des actes d'enquête, afin que la police nationale puisse être toujours responsable de ces actes d'enquête. Il ne s'agit pas de créer un FBI d'un côté et une police locale de l'autre. Il s'agit bien évidemment de garder la spécificité française, mais de permettre que des choses de bon sens puissent être constatées par la police municipale, qui sera évidemment gage de meilleure action pour la sécurité de nos concitoyens. Donc ces 3 idées forces, la réponse aux élus des différentes demandes. Et je remercie les nombreux maires. Le président de la commission des polices municipales, M. Christian Estrosi, a salué l'action de ce texte et l'AMF l'a fait également. On peut encore améliorer bien sûr les choses très certainement sur l'expérimentation des compétences judiciaires, sur la police municipale de Paris, dont chacun voit qu'il s'agit d'un pas historique en lien fait avec les élus parisiens, même si nous avons quelques discordances sur la forme. Le fond a été salué. Je remercie le travail que nous avons pu faire et que nous ferons encore avec Madame la maire de Paris. Et puis également un travail très fort et très complet sur d'autres délits que nous créons ou que nous empêchons de continuer à exister, comme les mortiers, qui, vous le savez bien, c'est un problème très important puisque nous n'avons pas les moyens aujourd'hui de lutter contre ces véritables armes par destination. Le texte y répond. Et je dis, Monsieur le Président de la Commission, que nous sommes très attentifs aux travaux du groupe centriste, notamment je pense à la présidente Létard sur le protoxyde d'azote, dont nous sommes tout à fait favorables à son interdiction, comme sur le complément de ce qu'a fait dans la loi de 2018 pour la lutte contre les rodéos. Malheureusement, à l'Assemblée nationale, s'agissant d'une PPL, la recevabilité n'a pas été faite par l'Assemblée. Il nous semble pourtant que, si je peux me présumer de ce qu'on pourrait imaginer comme accord, il s'agit d'un lien tout particulier avec la sécurité de nos concitoyens et singulièrement parfois des compétences de la police municipale. Nous serions très heureux que la séance du Sénat, dans sa grande sagesse, accepte évidemment ces 2 dispositifs qui nous permettent d'en parler et de les approuver, surtout sachant que les sénateurs ont très largement travaillé sur ces sujets par des propositions de loi ou par des rapports. Le deuxième sujet sont les images, avec des choses extrêmement concrètes. La mise en place des CSU, des centres de supervision urbains intercommunaux. Aujourd'hui, les circonscriptions de police ou de gendarmerie sont plusieurs communes. Souvent, il y a la grande ville et d'autres villes plus modestes à côté. Cette grande ville peut porter des caméras de vidéoprotection, des murs d'images, mais le pouvoir de police qui est délégué évidemment au maire ne peut pas être délégué à un autre maire, sauf complexité ou sauf multiplication des agents de police qui doivent être présents tout le temps devant la caméra. Nous créons non seulement des CSU intercommunaux, avec la possibilité évidemment qu'ils ne correspondent pas à l'intercommunalité, mais bien à la vie, au bassin de vie entre communes qui le souhaitent, et même à la demande, je le dis ici, de la présidente du conseil départemental de l'Oise, qui m'en avait fait la proposition, et je salue
Édouard Courcial notamment qui l'a porté en amont du texte, des CSU départementaux pour ceux qui le souhaitent, afin que les petites communes, notamment dans les zones de gendarmerie, puissent porter à la fois la protection de la vidéoprotection sans pouvoir se ruiner ou avoir les moyens de ne pas pouvoir avoir la sécurité, en lien évidemment avec la police nationale ou la gendarmerie. Il s'agit aussi de régulariser l'utilisation des drones, dont j'entends qu'il peut faire naître des débats importants, mais dont je serais étonné que seules les forces de l'ordre n'aient pas le droit de les utiliser, puisque à peu près tout le monde peut utiliser un drone, sauf dans des conditions désormais pour les forces de l'ordre, puisqu'on a encore vu la récente décision de la CNIL pour la préfecture de police de Paris. Il s'agirait aujourd'hui d'encadrer l'utilisation de ces drones, évidemment, qui sont des images comme les autres, et qui doivent protéger, bien sûr, nos concitoyens sans toucher à la vie privée. Nous sommes tout à fait prêts, évidemment, à discuter de tous les points de cette proposition de loi intéressante. Et enfin, les caméras piétons et sa généralisation qui permet la meilleure utilisation des images, également pour la protection des fonctionnaires de police ou de gendarmerie, et pour la meilleure utilisation des enquêtes. On y reviendra très certainement. Enfin, sur la sécurité privée, il s'agit évidemment de ne pas faire des policiers bis, mais bien de prendre au sérieux cet acteur économique très important, avec une filière qui se construit et qu'il faut encourager, qu'on doit davantage aider en renforçant les contrôles et les sanctions du CNAPS qui dépend du ministère de l'Intérieur, aider en garantissant la formation, la meilleure formation de ses agents, aider aussi évidemment sur le meilleur traitement de la moralité de ces agents. Des dispositions très importantes sont prises, ou dans la lutte contre la sous-traitance. Enfin, je terminerai cette intervention en soulignant qu'évidemment, le gouvernement sera attentif à la rédaction que proposera le Sénat sur l'article 24 de cette proposition de loi. Et si le Parlement, Sénat puis Assemblée, ont évidemment tout loisir de faire ce qu'ils souhaitent dans les textes de loi qui sont soumis à leur approbation, le gouvernement, par ma voix, souhaite ardemment que nous puissions continuer à protéger nos forces de l'ordre d'une manière ou d'une autre, et donc les opérations de police, puisque, vous le savez bien, ces femmes et ces hommes, indépendamment de risquer leur vie pour nous, sont parfois mis en accusation et mis en violence, et il est normal que nous puissions protéger ceux qui nous protègent. Merci, Monsieur le ministre. Monsieur Daubresse, en premier. Oui, merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, à mon tour, je vous souhaite une très bonne année. Et ce n'est pas un vœu pieux, vous le savez. J'ai une série de questions sur les polices municipales pour aller à l'essentiel, et puis une série de questions sur les forces de sécurité intérieure, et notamment sur les articles 20 et suivants, dont l'article 24. S'agissant des polices municipales et du dispositif expérimental, il est vrai très original qui est présenté, les principaux écueils que nous ont donnés nos interlocuteurs dans les très nombreuses auditions qu'on a déjà menées avec mon collègue Loïc Hervé, c'est ce problème d'élargissement à titre expérimental des prérogatives judiciaires des agents de police municipale, par exemple pour saisir des stupéfiants, dans le but de renforcer, vous l'avez dit, le continuum de sécurité. Et là, on se trouve avec une sorte d'autorité fonctionnelle qui est le procureur, puisqu'il s'agit d'une action d'officier de police judiciaire, et d'autorité hiérarchique. On est dans la libre administration des collectivités locales, qui est le maire. C'est le maire qui recrute et qui crée les polices municipales. Donc, comment vous voyez cela sans qu'il y ait risque de confusion? Et surtout, comment... Moi, j'ai participé à plusieurs grandes expérimentations dans ma vie d'élu et de ministre. Et comment vous voyez l'évaluation de cette expérimentation et comment vous la garantissez? Première question. Deuxième question. L'expérimentation prévoit une montée en puissance des polices municipales sans évoquer un renforcement de la coopération avec les forces nationales. Est-ce que vous pensez que cela vous paraît réellement de nature à renforcer le continuum de sécurité? Et dans ce fameux Beauvau de la sécurité, comment vous envisagez de montrer la montée en puissance respective, vous l'avez dit tout à l'heure, des deux forces, police nationale et police municipale, sans qu'on enlève des prérogatives à l'une ou à l'autre, on va en rajouter aux polices municipales, pour qu'elles puissent agir de concert de manière plus efficace. Troisième question sur les polices municipales. Tout le monde, les syndicats de policiers, nous parlent, le CNFPT évidemment, de la formation des agents de police municipale et du fait qu'il y a quand même un sérieux écueil dans beaucoup de villes aujourd'hui de province sur la capacité de ces policiers municipaux à écrire des procès-verbaux qui, si on élargit leurs compétences, doivent être tout à fait écrits de manière pertinente pour éviter notamment les vices de forme. Et on sait bien que les forces de police sont je dirais, agacées, plus qu'agacées par
les multiples contentieux pour vice de forme alors qu'elles arrivent à traquer des délinquants. Donc comment vous voyez le renforcement de cette formation? Et dernière question sur les polices municipales. Vous avez parlé de Paris. Effectivement, je confirme, et Loïc Hervé était avec moi, que nous avons eu, et du côté de la préfecture de police de Paris, et du côté des élus et des services parisiens, je dirais un satisfecit disant que ça avait été très bien préparé, que c'était une vraie coproduction, et que tout ça s'engageait sous des augures très favorables. La question qui reste posée, vous le savez, c'est la question de la création des polices municipales par décret en Conseil d'État, ce que souhaite le gouvernement, alors que, ce qui est assez logique pour des maires, vous avez été maire et moi aussi, on pense que ça doit être créé par délibération de la collectivité locale, d'autant que la ville de Paris dit et redit qu'elle veut que ce soit un service de police municipale de droit commun. Donc, comment vous pensez pouvoir évoluer là-dessus, sachant qu'il y a eu des avis du Conseil d'État sur ces questions? Est-ce que vous pensez évoluer par rapport à la position qui était la vôtre à l'Assemblée nationale? J'en viens aux questions sur les articles 23 et 24. L'article 23 prévoit de supprimer les crédits de réduction automatique de peine pour les auteurs d'infractions lorsqu'elles ont été commises au préjudice d'une personne investie d'un mandat électif public ou d'un militaire de la gendarmerie nationale ou d'un fonctionnaire. Est-ce que ce dispositif vous paraît en adéquation avec l'objectif de diminution et de bonne gestion de la population carcérale, puisque ce n'est plus la gravité de l'infraction qui justifie une plus grande sévérité quand on exécute la peine, mais la personne au préjudice de laquelle l'infraction a été commise, tel que c'est écrit dans cette proposition de loi? Est-ce que ça vous paraît respectueux de l'échelle des peines? Et enfin, dernière question sur le fameux article 24 qui nous a fait beaucoup travailler avant la trêve des confiseurs. La difficulté, Monsieur le ministre, on en a parlé d'ailleurs, on s'en est entretenu en amont. J'ai bien compris que votre intention, au départ, quand vous rentrez dans cet article 24 pour mieux protéger les policiers, il y a quand même une large majorité de cette Assemblée qui souhaite qu'on protège mieux les policiers compte tenu de tout ce qu'ils doivent subir au quotidien, c'était de rentrer par le biais de la loi sur la liberté de la presse pour éviter des risques, si on rentrait par le code pénal, de choses plus graves sur certains journalistes s'ils étaient incriminés, notamment sur la question des comparutions immédiates. Mais on voit bien que toutes les réactions et toutes les analyses juridiques convergent pour dire que, et sur le respect et sur le principe de nécessité et de proportionnalité constitutionnelle d'une part, et de l'article 10 de la Convention des droits de l'homme d'autre part, on a un vrai problème d'équilibre, et cette maison y est très attachée, entre les libertés fondamentales d'un côté et évidemment le renforcement de l'autorité de l'autre côté. Donc, nous en arrivons tous aux conclusions qu'il faut quand même rentrer par le code pénal, mais si on rentre par le code pénal pour mieux protéger les policiers, il faut évidemment qu'on puisse résoudre le problème de maintien de la liberté d'informer, et surtout qu'on ne mette pas ça sur une incrimination liée aux opérations de police. Donc, alors, votre collègue garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, a écrit, enfin ses services et lui vont proposer à la fin de ce mois à l'Assemblée nationale un article 25 devenu 18 sur les valeurs de la République qui va dans ce sens avec une incrimination générale et une peine aggravée quand il s'agit de fonctionnaires dépositaires de l'autorité publique. La difficulté, allez, ce n'est pas nous qui avons choisi l'ordre du jour, nous étions prêts à débattre dès la fin de ce mois, mais l'Assemblée va débattre à la fin du mois de la loi sur les valeurs de la République. Nous allons être saisis mi-mars de la question de la loi sur la sécurité globale. Comment vous voyez l'articulation entre ces deux textes? En clair, est-ce que le gouvernement fait, lui, une liaison entre l'article 24 tel qu'il est écrit et qu'on pourrait mieux écrire, et avec une entrée, je le redis, par le biais du code pénal, d'une part, et d'autre part, avec l'article 18 qui va être proposé. En clair, est-ce que le gouvernement, sa position va être de dire, peut-être me répondrez-vous pas tout de suite, mais va être de dire, finalement, nous, notre réponse, c'est l'article 18 de la loi sur les valeurs de la République. Voilà ma question. Merci, M. Lebras. Monsieur Loïc Hervé. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, à mon tour de vous présenter mes meilleurs voeux ainsi qu'à l'ensemble des collègues pour notre première séance de la Commission des lois de l'année nouvelle.
en complément de ce qui a été dit par Marc-Philippe Daubresse, et avant d'aborder les trois sujets qui m'échoient, je voudrais d'abord vous dire que vous avez évoqué le travail que nous avons déjà mené, parce que comme Marc-Philippe vient de l'évoquer, nous prévoyons d'avoir ce texte en janvier, et nous l'aurons en mars, donc nous avons davantage de temps pour mener des auditions. C'est d'autant plus important que nous le fassions, puisque c'est une proposition de loi, et que par définition, ce texte n'a pas connu d'études d'impact, ni de passage en Conseil d'État, encore moins d'avis de la CNIL. D'ailleurs, je remercie le président de la Commission des lois qui a saisi la CNIL d'un avis, et nous auditionnerons la présidente de la Commission nationale informatique et liberté, forte de l'avis que la Commission rendra sur le texte dans sa mouture de sortie de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire la matière que nous étudions ici au Sénat. Petite remarque, moi je trouve le titre de ce texte de loi absolument horrible. Je me demande qui l'a inventé. C'est pas vous, j'imagine, Monsieur le Ministre, mais enfin, celui qui a trouvé l'adjectif épithète à mettre à côté de sécurité mériterait, à défaut d'une médaille, une sévère correction, parce que c'est pas comme ça qu'on vend un texte. Et je sais que vous avez dit un certain nombre de choses qui sont de l'ordre de la louange par rapport à un certain nombre de choses qui sont intéressantes au demeurant dans le texte, mais enfin, sécurité globale, c'est un peu fort de café. Bref, j'en viens à mes trois sujets. D'abord, la sécurité privée. Vous demandez au Parlement d'habiliter le gouvernement à réformer le CNAPS, donc le Conseil national des activités de sécurité privée par ordonnance. Bon, est-ce que pour vous, c'est aussi important? Vous savez qu'on n'aime pas dans cette maison le recours aux ordonnances. Et est-ce que d'ici le mois de mars, il n'y aurait pas un certain nombre de choses dans la réforme du CNAPS? Moi, je commence à avoir un certain nombre d'éléments de pistes de réforme qui pourraient être mis en dur dans la loi, et puis de réserver un certain nombre de choses plus accessoires à l'ordonnance. Sur la sécurité privée toujours, l'Assemblée nationale est allée plus loin que ce qui était prévu dans le projet de loi initial sur la question que vous avez évoquée de la sous-traitance. Que pensez-vous de la solution retenue par l'Assemblée nationale, et est-ce qu'elle vous paraît réaliste par rapport à un secteur économique dans lequel le recours à la sous-traitance en cascade est devenu monnaie courante et pose de vraies difficultés? Mais il s'agit quand même d'un domaine privé, c'est dans le terme, et il faut réguler l'activité privée, c'est bien, mais il y a un certain nombre de principes que nous devons quand même respecter. Et plus généralement, vous l'avez évoqué aussi, quelle est la place que vous envisagez pour les agents de sécurité privée dans le cadre du continuum de sécurité? Est-ce que vous envisagez d'autres élargissements, et à quel moment vous mettez une limite en disant que les choses relèvent du service public proprement dit et qu'ils doivent être assumés par des policiers, par des gendarmes ou par des fonctionnaires territoriaux que sont les policiers municipaux? J'en viens maintenant à la question des drones. La proposition de loi instaure un cadre spécifique. La jurisprudence administrative la plus récente démontre, s'il le fallait, la nécessité d'avoir un ancrage juridique pour l'utilisation des drones. Les matériels sont déjà dans les services de police et de gendarmerie, ils sont utilisés. Je suis un élu de montagne, vous le savez. Vous êtes plus un élu de territoires qui sont proches de la mer, et en montagne comme sur les littoraux du pays, il est utile d'avoir des drones pour notamment des questions de sauvetage. Il est utile d'avoir des drones pour des questions de surveillance des frontières. Il est utile d'avoir des drones pour aussi le RAID ou le GIGN. Et évidemment, il n'est pas question de remettre en cause ce type d'utilisation. Et d'ailleurs, c'est nécessaire d'avoir dans le droit quelque chose qui le permette. En revanche, dès qu'on va commencer à toucher l'ordre public, les questions de vie privée, la prévention des infractions, à ce moment-là, parce que si vous regardez le texte sorti de l'Assemblée, on a quand même une espèce de liste à la Prévert qui met un peu tout dans le même sac. C'est-à-dire que la liste est impressionnante. Et donc je pense qu'il y a des sujets sur lesquels il y a un consensus qui se dégage facilement. Et la technologie est au service du service public, et elle est également au service des citoyens. En revanche, quand on va commencer à risquer d'atteindre certaines libertés publiques, notamment les questions de vie privée, alors il faut à minima s'armer de dispositifs de garantie et de préservation des libertés publiques, au moins à minima de contrôle ou d'encadrement. Et la loi doit, de mon point de vue, le faire. Et c'est ce que nous essayons de réfléchir avec Marc-Philippe Daubresse pour avoir quelque chose qui soit
équilibré entre la nécessité d'avoir je redis, un ancrage législatif pour les drones, mais en même temps une plus grande protection des libertés publiques. Enfin, sur les caméras mobiles, bon, nous avons eu ici les deux directeurs généraux de la police et de la gendarmerie. C'est quelque chose qui est utile. Quel bilan faites-vous déjà de cet usage pour les agents qui les utilisent d'ores et déjà? On a eu un certain nombre de remontées sur la qualité des matériels, des remontées aussi sur le rôle réel que ces caméras, quand elles sont portées, ont dans la pacification des relations qu'il peut y avoir entre les forces de sécurité et les citoyens. Et puis, bon, on doit vraiment, et j'insisterai beaucoup là-dessus, se poser la question de la qualité de ces matériels. Est-ce qu'on arrivera, par exemple, à avoir des matériels français ou européens suffisamment bien conçus et avec des matériaux de qualité pour que la charge tienne, que les capacités de mémoire soient suffisantes et qu'on ait donc des matériels qui soient très efficients, robustes et qui, par leur utilisation, puissent être utilisés à bon escient. Et puis, est-ce que vous pensez aussi que, quelque part, les agents ou les supérieurs hiérarchiques devraient avoir accès plus rapidement aux images contenues dans les terminaux? Est-ce qu'il faut être vraiment dans une logique de séparation du porteur de la caméra et de celui qui utilise ces images, ou est-ce que vous pensez au contraire qu'on pourrait permettre, dans un certain nombre de cas de figure, le rapatriement ou l'exploitation des images beaucoup plus rapidement, afin de permettre de résoudre des problèmes? Je pense à une lecture de plaque d'identité, à une personne qui a été rencontrée avec laquelle il y a eu une difficulté quelconque. Voilà, Monsieur le Ministre, les quelques questions que je voulais poser sur ces trois sujets, qui sont ceux dont j'ai la charge dans cette proposition de loi. Merci. Merci, Monsieur Hervé. Monsieur le Ministre, vous avez la parole. Et puis ensuite, j'ai deux demandes de parole. Merci, Monsieur le Président. Alors, Monsieur Debresse évoque la question des polices municipales. D'abord, en me demandant comment on garantit l'expérimentation, comment on la généralise. Qu'il s'agisse ici là d'article 1er, une expérimentation quand même très large, 3 ans, avec très peu de conditions, puisque c'est la loi qui comme définit beaucoup de critères, au moins 20 policiers municipaux, un chef de service. On verra pourquoi, et ça répond notamment à votre question des procès-verbaux. Évidemment sur volonté des élus de pouvoir obtenir cette expérimentation. Et c'est fait de telle sorte, puisqu'on a déjà passé quasiment une année de mandat municipal, le temps que la loi soit votée, que les décrets soient pris, ce sera sans doute une deuxième année, il faut bien le dire, et donc 3 ans, ça correspond au mandat des maires actuels, ce qui est en plus soucieux du respect démocratique des électeurs. Donc il nous semble, nous, que c'est une bonne disposition d'expérimentation assez longue pour avoir un certain nombre de vérités, en tirer des conclusions. Et ce qu'on a souhaité, c'est évidemment de faire confiance aux élus locaux, de ne pas rendre obligatoire, des députés le souhaitaient, rendre obligatoire les polices municipales, rendre obligatoire les polices municipales armées, rendre obligatoire des compétences supplémentaires. On a souhaité que ce soit à la carte, ce qui montre bien qu'il s'agit de choix locaux et que l'État garde, quoi qu'il arrive, le monopole, si je veux dire, de la sécurité intérieure. Sur la montée en puissance que vous évoquez, il ne s'agit pas effectivement de pouvoir rentrer dans des enquêtes judiciaires, mais il s'agit de résoudre des problèmes de bon sens. Nous avons mis en place une amende forfaitaire délictuelle pour les consommateurs de stupéfiants, dans les cas où ces personnes ne sont pas soit porteurs d'une grosse quantité de stupéfiants, c'est inscrit par le procureur de la République à chaque ressort de parquet, soit pour montrer qu'ils ne sont pas des trafiquants ou des utilisateurs répétitifs de ces consommations. Quelqu'un qui fume un joint dans la rue, le policier national peut le verbaliser, pas le policier municipal. Que fait-il? Soit il détourne les yeux, soit il retient cette personne ou il essaie de retenir cette personne. Vous savez que par ailleurs la retenue des personnes par les polices municipales est quelque chose de complexe, pour appeler le policier national qui va émettre l'amende. Bon, c'est peut-être pas... Voilà, c'est un monde un peu absurde. Les policiers municipaux ont la compétence pour mettre un procès verbal sous l'autorité, pour le coup, du procureur de la République. Il s'agit évidemment d'une inscription par ailleurs, et ce n'est pas une simple amende, c'est vrai, mais c'est quelque chose de constaté. Voilà, il y a un certain nombre de faits, aussi bêtes que choux, si j'ose dire, qui permettent aux policiers municipaux d'avoir ces compétences supplémentaires sans rentrer dans la police judiciaire ou dans la compétence judiciaire à proprement parler. Donc je crois qu'on aura l'occasion de parler de ces détails, mais il s'agit vraiment du bon sens le plus élémentaire. Sur la capacité des policiers municipaux à écrire des bons procès-verbaux,
qu'ils vont évidemment transmettre, le texte prévoit, au procureur de la République. C'est un point important qui pourrait se tourner d'abord sur les policiers nationaux et les gendarmes. Et pas tellement à cause des compétences des policiers nationaux et des gendarmes, mais par notre manque d'organisation ou notre mauvaise organisation au ministère de l'Intérieur. Je le prends pour moi et nous allons réformer ça. Nous réformons ça en ce moment. Les OPJ, d'abord le chef, on a dans le Beauvau de la sécurité, on parlera de l'encadrement. Ça me paraît tout à fait essentiel. Un chef, c'est fait pour cheffer, disait un ancien président de la République. Il est là pour relire et pour corriger les procès-verbaux de ses collaborateurs que sont les gardiens de la paix ou les gendarmes de terrain. Et il n'est pas simplement là pour transmettre au procureur de la République ou à son substitut, évidemment, des enquêtes. Dans beaucoup de mauvaises réponses pénales vues du côté policier, il n'y a pas que les difficultés de la justice, il y a aussi des policiers, des gendarmes qui rédigent mal des procès-verbaux, ne sont pas tout à fait au fait des vices de forme que les avocats, bien évidemment, ou que les procureurs de la République ou les juges constatent et qui sont à constater. Donc il y a d'abord un travail très important d'OPJ à mettre en face des demandes des policiers et des gendarmes. Et beaucoup d'entre vous, d'ailleurs, me réclament, indépendamment des effectifs, des OPJ dans vos territoires. Mais indépendamment de ça, ce qu'on a prévu, ce n'est pas que le policier municipal transmette au procureur de la République. C'est pour ça qu'il faut un directeur ou un chef de service dans l'expérimentation que nous souhaitons, parce que ce directeur, ce chef de service, qui a une grande compétence, et quiconque a dirigé une police municipale sait très bien qu'à plus de 20 policiers municipaux, c'est souvent des anciens officiers de gendarmerie, des anciens gradés de la police nationale, ou un certain nombre de personnes qui passent des concours extrêmement difficiles, spécifiques d'ailleurs, chacun le sait, puisqu'il s'agit d'une fonction publique qui connaît un concours particulier, qui peut avoir les compétences juridiques pour transmettre au procureur de la République ces procès-verbaux, et donc ainsi répondre à la demande que vous évoquez de sérieux et que je partage, même si avec, il y a évidemment les formations que nous devons à chaque agent public, nationaux comme locaux. Sur la ville de Paris, permettez-moi, monsieur le rapporteur, d'avoir une légère différence d'appréciation. Il me semble que la création de la police municipale relève de la délibération du Conseil de Paris. Là, sur ce point, je ne saurais vous donner tort, mais comme toute création de police municipale dans toute commune de France. En revanche, les statuts de la police municipale relèvent du décret en Conseil d'État, comme toutes les polices municipales. Donc il n'y a pas d'inéquité avec les autres territoires. Je rajouterais d'ailleurs que Paris est par nature, d'abord parce que c'est une collectivité sui generis, comme chacun sait, puis par nature, un endroit particulier où la sécurité publique est particulière. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a une préfecture de police, sans doute, dans Paris, la petite couronne, et que l'État, et c'est bien normal, je crois que la maire de Paris en convient, mérite d'avoir un œil particulier. Vous savez tous que c'est parce que nous n'avions pas confiance dans la ville de Paris depuis très longtemps que nous n'avons pas donné de force armée à la maire, dont j'ai compris que par ailleurs elle ne souhaitait pas, elle, et c'est un autre débat politique, moi je souhaite que nous respections la volonté de la ville de Paris de ne pas armer sa police municipale. Et si demain Madame la maire de Paris et son conseil de Paris ou une autre majorité souhaiterait armer la police municipale de Paris, prendra une délibération, évidemment dans des conditions qui sont les mêmes de toutes les collectivités. Donc il faut distinguer, je crois, la création de la police de ses statuts. Je constaterai d'ailleurs que la ville de Paris, c'est un corps de fonctionnaires particulier, qui ne relève pas en tant que tel de la fonction publique territoriale, d'ailleurs qui ne paye pas les mêmes tribut, si j'ose dire, au CNFPT, etc. Je n'y reviendrai pas. Donc il y a un statut sui generis qu'il nous faut adapter, mais il ne s'agit pas de faire d'inéquité entre la ville de Paris, bien sûr, et les autres collectivités. Sur les questions d'équité entre détenus, on va dire, entre condamnations, moi, nous ne sommes pas rentrés par des aggravations qui existent déjà de personnes dépositaires de l'autorité publique ou subies par des personnes dépositaires de l'autorité publique, mais par les remises de peine. Donc nous avons souhaité qu'il n'y ait pas de remise de peine, c'est le texte, pour les personnes qui ont atteint des personnes dépositaires d'autorité publique. Donc il ne nous paraît pas très différent de ce qui existe déjà. C'est déjà des différenciations, une fonction aggravante que d'agresser un policier, un gendarme ou toute autre personne qui a une autorité publique, comme un élu, comme vous le savez. Donc il ne me semble pas d'inéquité sur ce point. Et d'ailleurs, je voudrais dire que c'est avec le garde des Sceaux que nous avons rédigé évidemment cette proposition de consensus, puisque l'idée des parlementaires, dans un premier temps, était l'aggravation ou les peines planchées pour ceux qui attaquaient les dépositaires de l'autorité publique. Sur l'article 24, moi, je n'ai pas de fétichisme en général, monsieur le ministre, et en particulier sur l'article 24, 25, 18. Bon. Mais je voudrais quand même dire quelque chose, quelques idées simples vers un débat compliqué. Bon, d'abord, je voudrais ressouligner, mais vous l'avez fait vous-même, la grande importance de protéger nos forces de l'ordre, puisque nous leur devons, et je rappelle le drame de Magnanville, qui ne concerne pas simplement les forces de l'ordre, mais également ceux qui concourent. Je rappelle que Mme Schneider était une policière, entre guillemets,
elle était personnel technique, administratif, scientifique. Hein, et pour le terroriste qui a cherché l'identité, qui a retrouvé l'identité, égorgé devant son enfant, c'est ça le drame de Magnanville. Je vous envoie sur le site Copwatch, notamment une dans notre région, où on a listé les policiers, leurs photos, leurs noms, leurs prénoms, et dans des conditions qui ne donnent pas de doute que ce n'est pas pour envoyer des chocolats pour Noël. C'est à peu près évident. Donc il faut protéger ces policiers. Que l'article 24 eût été mal rédigé, bien sûr, sinon nous ne serions pas dans cette discussion. Mais je voudrais quand même dire que si je comprends l'idée du Sénat et d'autres parlementaires d'ailleurs d'aller vers le code pénal, je m'étonne. Ça ne veut pas dire que je ne souscrirai pas éventuellement à la rédaction proposée par l'Assemblée et le Sénat. Parce que le code pénal a comme énorme avantage, c'est vrai, de sortir du code de la presse et donc de sortir l'idée, qui n'est pas une idée réelle, mais dont je suis bien obligé de voir qu'elle est une idée perçue, que les journalistes ou les gens qui veulent informer puissent être concernés. Le code pénal permet la garde à vue, ce que ne permet pas le code de la presse, et permet la comparution immédiate, ce que ne permet pas le code de la presse. Donc j'entends que le code pénal est en fait la solution, et en fait va, si j'ose dire, être plus dur que les dispositions qui relèvent du code de la presse. Donc je soumets ça à la sagacité des législateurs. Je souligne un deuxième point qui me paraît important, c'est que dans cette possibilité de voir le code de la presse, c'était une cohérence avec la protection déjà des identités des policiers et des gendarmes. Il y a déjà des articles qui protègent notamment ceux qui mettent des cagoules et qui se cachent leur identité, notamment dans l'antiterrorisme ou dans la grande criminalité. Quand ils interviennent, la protection d'identité des policiers et des gendarmes est déjà dans le code de la presse. Voilà. Donc une fois que j'ai dit ça, je comprends bien que je n'ai pas fait tellement de politique et j'ai fait beaucoup de droit, mais je le souligne et c'est pour ça, j'essaie de vous expliquer pourquoi le gouvernement n'a pas, à l'Assemblée, souhaité aller vers les propositions du code pénal, qui étaient d'ailleurs très partagées par les parlementaires. Sur la question que vous posez de est-ce qu'on peut fusionner l'article 24 avec l'article 25 devenu 18, bon, moi j'y suis très défavorable. Non pas, encore une fois, pour des raisons de texte ou de fétichisme. Ils n'atteignent pas les mêmes buts. L'article 24 prévoit la protection des fonctionnaires de police ou les militaires de la gendarmerie dans des opérations de police. Le législateur de l'Assemblée a d'ailleurs rajouté policiers municipaux. On pourrait même imaginer douaniers, certains voulaient administration pénitentiaire. Mais dans des opérations de police. Il ne s'agit pas de les protéger en tant que policiers ou en tant que gendarmes, en tant que tels. Ça, ils le sont par les dispositions qui sont effectivement ceux du Code. Mais dans les opérations de police, par exemple, on a fait déjà 1000 exemples que nous avons connus sur Internet. Et il suffit de regarder les choses sur les réseaux sociaux pour s'en convaincre. Est-ce que c'était bien rédigé? La réponse est non, mais il y avait un but. Et ce but était celui exposé de l'article 24. L'article 25 de 2018 répond pas simplement aux policiers et aux gendarmes, mais à toute personne dépositaire de l'autorité publique. J'ai tendance à penser, malgré la grande qualité, et je suis très respectueux des élus, des magistrats, de toute personne qui ont une autorité publique, mais elle n'est pas de la même, à mon avis, manière que de ceux qui risquent chaque jour dans des opérations de police, des interventions, ne serait-ce que parce qu'ils sont armés ou parce qu'ils vont au contact, en premier lieu, avec un certain nombre de faits. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, ce que prévoit l'article 25 de 2018, c'est la possibilité de protéger l'individu et sa famille, ce qui n'est pas le cas de l'article 24. Et puis, troisièmement, il y a l'adverbe « immédiatement » qui est dans l'article 25 de 2018, parce qu'il s'agit exactement, je le dis comme ça, pardon, mais d'un article Samuel Paty. Il y a la fatwa numérique lancée par le père, M. Chnina, qui évoque l'identité d'une personne qui n'est pas dépositaire d'autorité publique, en l'occurrence, qui est un enseignant. Enfin, en l'occurrence, qui est l'enseignant, lui donnant son identité, disant qu'il aurait fait des choses avec affirmation, et a créé les conditions, en rompant avec sa vie privée, son identité en tant que fonctionnaire, des conditions d'un certain nombre de réponses, bien sûr, malheureuses qui sont arrivées. Et donc ça peut être le cas pour des magistrats, ça peut être le cas pour plein de personnes, dont des policiers et des gendarmes, mais pas simplement. Il me semble donc que c'est deux articles différents. Maintenant, j'entends et j'ai lu ce que devrait faire le Sénat. Nous regarderons évidemment cela. Je ne connais pas la position finale du gouvernement, puisque je ne connais pas votre rédaction et votre proposition, mais nous souhaitons en tout cas différencier les deux textes, puisqu'ils n'apportent pas les mêmes buts évoqués. Sur les questions de M. le rapporteur. Alors, sur le CNAPS, j'entends que les ordonnances ne réjouissent pas les parlementaires. Je l'entends bien volontiers. Il s'agit cependant, on vient d'avouer, d'un bon moment ou d'une possibilité pour le gouvernement de pouvoir légiférer sur le CNAPS. Donc la proposition de loi est arrivée, nous nous sommes saisis de cela. C'est la proposition que nous vous faisons, éclairée par les débats parlementaires et par les habilitations que vous voudrez bien nous donner, sont une habilitation très importante.
sur la structuration. Il faut beaucoup discuter avec une filière professionnelle que vous avez rencontrée et qui est parfois un peu éparse, pas toujours structurée comme on le souhaiterait. Et nous sommes là pour les aider à se structurer sur des questions de sanctions, des questions de formation. Ce que je peux vous proposer, monsieur le rapporteur, c'est non seulement d'éclairer très largement les débats pour être dans le sens que vous souhaitez, mais vous associer évidemment le plus étroitement possible pour que nous allions le plus rapidement possible, mais prendre le temps quand même de structurer une véritable filière professionnelle qui le mérite et dont j'ai compris que vous souhaitiez vous aussi voir quelles étaient les limites. Et vous l'avez évoqué, bon, les limites, elle est assez claire. Il faut évidemment qu'il n'y ait pas de pouvoir de contrainte, ça me paraît très important, de ne pas de pouvoir constater des délits, bien évidemment, de ne pouvoir pas faire de pouvoir d'enquête, bien sûr, de ne pouvoir pas priver de liberté des personnes, et donc de pouvoir se tenir strictement aux compétences de sécurité privée, de surveillance, mais qui sont essentielles. Imaginez qu'il faille mettre des policiers municipaux, nationaux, des gendarmes dans chaque grand magasin, dans chaque festival que nous connaissons tous dans nos territoires. Et ils concourent, bien évidemment, dans notre vie locale. Ils concourent, évidemment, à la sécurité de nos concitoyens, tout en limitant, évidemment, leur pouvoir à ceux de l'État régalien ou des collectivités locales. Sur les drones, bon, moi je souhaite que ni plus ni moins on puisse donner au moins les moyens, vous l'avez dit vous-même, un cadre juridique qui nous permette de fonctionner comme des caméras de vidéoprotection. Il serait étonnant qu'on puisse donner des moyens juridiques de surveillance des caméras de vidéoprotection. Désormais, il n'y a plus grand monde qui conteste le fait qu'elles sont efficaces et qu'elles sont utiles dans la résolution des crimes. Et c'est vraiment quelque chose d'évident pour donner ces moyens, des nouveaux moyens technologiques. Alors il faut... Vous dites une liste à l'après-vert, tout à fait prêt à mettre davantage de garanties. Peut-être que le texte de l'Assemblée n'est pas assez propre à regarder les garanties. Je pense notamment en lien avec le domicile privé ne sont pas assez limités sans doute et permettraient d'être éclairés par le Sénat sans aucun doute. Mais je crois que c'est les cas d'usage que nous avons listés. Et si je devais comparer de ce que font nos voisins qui pourtant ne sont pas d'affreuses dictatures numériques, les Danois, les Suédois les utilisent pour les finalités judiciaires, pour le maintien de l'ordre, et les Espagnols, c'est exactement les mêmes finalités que prévues dans la proposition de loi que nous évoquons. Donc beaucoup de gouvernements avant nous, et beaucoup de parlements avant nous, avons légiféré sur les drones. Nous sommes un des derniers pays, d'ailleurs, la CNIL nous l'a reproché, de ne pas trouver de base légale, d'avoir un encadrement des drones, sans jamais qu'il n'y ait d'ailleurs la reconnaissance faciale, puisque j'ai vu beaucoup de choses qui évoquaient ce sujet, et elle n'est évidemment pas prévue dans ce texte de loi. Sur le bilan des caméras, j'en terminerai par là, piéton, c'est un petit peu tôt, parce que, d'abord, toutes les brigades de gendarmerie et de police n'ont pas des caméras. Vous avez vu qu'on les généralisait au 1er juillet 2021, et vous avez dû entendre des auditions, et il suffit d'aller voir les policiers et les gendarmes pour voir que c'est quelque chose qui apaise le fonctionnaire, et qui apaise la personne qui est en face, parce qu'une fois que la caméra est allumée et que tout est enregistré, évidemment, pour la suite, et notamment pour l'autorité judiciaire, ce sont des éléments probants. D'ailleurs, chacun sait que dans le même fait, filmé ou pas filmé par une caméra de vidéoprotection, on a une réponse en général judiciaire qui est différente. Voilà. Et que la parole du policier ou la parole du gendarme ou du policier municipal n'est jamais aussi forte que la caméra qui montre aux magistrats souvent les faits. Moi, je souhaiterais que ces caméras, d'abord, on les change techniquement, vous avez raison, ils sont d'un plutôt mauvais matériel et qui n'est pas conforme aux heures d'utilisation des brigades. C'est-à-dire qu'en général, alors, il y a 2 points. Il faut d'abord rentrer son numéro ROI, c'est-à-dire le numéro d'identification qu'ont les policiers, ce qui n'est pas super évident, surtout qu'il ne s'agit pas ici d'écran tactile. Donc on met plus de temps. Imaginez, nous sommes en intervention, il faut rentrer son numéro au moment où vous êtes dans une rixe. C'est quand même pas le truc le plus simple à faire dans la tension du moment, surtout si vous courez et que vous roulez vite avec votre véhicule pour arrêter cette personne. Une fois que vous avez appuyé sur le bouton, certes, ça filme quelques secondes après, quelques secondes avant, mais votre batterie se décharge extrêmement rapidement. Et si vous laissez allumer la caméra parce que justement vous ne voulez pas mettre le numéro, en moins de 2 heures, en moins de 2 heures et demie, ça dépend des modèles, la brigade continue son travail, mais la caméra ne fonctionne plus. Et donc j'ai lancé un nouvel appel d'offres pour renouveler l'intégralité de ces caméras, pour qu'elles aient... Évidemment, je ne sais pas si elles sont françaises ou européennes. Les appels d'offres, vous le savez bien, sont assez encadrés, mais nous souhaitons la solution la plus efficace possible, d'avoir évidemment déjà un délai plus long pour pouvoir filmer, et que les images puissent être utilisées de manière un peu différente. D'abord, le fonctionnaire ne doit en aucun cas pouvoir les modifier. C'était prévu dans l'appel d'offres, c'est très clair, c'est écrit, et l'appel d'offres est publié, chacun peut le constater. 2, ils sont évidemment transmis à l'autorité judiciaire lorsqu'il y a une difficulté, ou à l'autorité administrative lorsqu'il y a des enquêtes de l'IGPN ou de l'IGGN.
3, elle pourrait être revue sans être modifiée parce que dans le feu de l'action, on peut avoir un détail qu'on n'a pas vu, les couleurs des baskets, la plaque d'immatriculation, le modèle de la voiture, qui permet de renseigner et d'éviter des crimes et des délits qui pourraient se commettre juste après. Là, on doit prendre la caméra, on doit aller au commissariat, on doit la poser, elle doit se télécharger, on ne voit jamais les images. Et puis 4, dans les mauvais rapports qu'évoquait monsieur le ministre de Bresse avec raison, il y a parfois des moments où le fonctionnaire n'a pas fait exprès de faire un mauvais rapport. Simplement, chacun sait que son souvenir est parfois différent dans la tension que reposé. Il m'apparaît normal que, sans pouvoir modifier les images, le fonctionnaire puisse rédiger son rapport en regardant ces images, pour pouvoir se dire que oui, c'est lui qui a donné le coup, c'est pas lui qui a donné le coup, comment ça s'est passé, ce qui n'empêche pas évidemment que l'autorité judiciaire fera son propre avis sur les dispositions, et sans les dispositions initiatives que la PPL évoque, nous ne pourrions pas faire ces transformations prévues dans l'appel d'offres, mais pas de façon dirimante. Si le Parlement choisissait de ne pas donner ses pouvoirs au ministère de l'Intérieur, nous ne modifierons pas l'appel d'offres, et nous n'avons pas présumé du vote des parlementaires. Merci, monsieur le ministre. Alors, j'ai plusieurs demandes de questions. D'abord, madame L'Herbier, puis ensuite madame Assassi, madame Gattel, madame Boyer, madame Verrien et monsieur Durin. Je vous invite à une question courte, de manière à pouvoir répondre à tout le monde. Merci. Moi, je voudrais revenir sur l'autorisation à l'usage des drones. Évidemment, surveiller le territoire, les frontières, la montagne, etc., les mers, ça paraît plus qu'évident que c'est quand même un matériel efficace. Alors, pour la surveillance de l'ordre public, des manifestations et des regroupements violents, ça me semble aussi être très pertinent de s'en servir. Bien sûr, renforcer et les encadrer. Alors, en principe, les citoyens doivent être informés lorsqu'ils sont soumis à des captations vidéo dans des espaces publics. Ça semble tout à fait faisable. Pour garantir que ces captations vidéo à grand angle de vue n'empiètent pas sur les libertés et sur la vie privée, ne peut-on pas envisager un renforcement du rôle du procureur ? Bon, je suis juriste comme beaucoup ici dans cette salle. Je pense que le procureur est là pour garantir un maximum le bon usage des images. Et on le fait bien pour les CESU, pourquoi pas avoir cette confiance en l'avis et l'autorisation, ou je ne sais, du rôle du procureur. Merci madame. Madame Assassi. Merci monsieur le président. À mon tour, je vous présente ainsi qu'à l'ensemble de nos collègues et de la commission et le personnel qui nous accompagne tous mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année. Tous mes voeux aussi, monsieur le ministre, et je remarque que j'étais très attentive à vos propos liminaires, mais je remarque que vous défendez cette proposition de loi comme s'il s'agissait d'un projet de loi. J'ai deux questions rapides. La première, c'est pour revenir sur le très controversé article 24. Dans une lettre qui a été adressée aux membres de notre commission et au président particulièrement, Madame la commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe critique vertement le texte de cet article, estimant qu'il porte atteinte à la liberté, au droit à la liberté d'expression, laquelle inclut la liberté d'informer, et que ce texte est de nature à aggraver la crise de confiance entre une partie de la population et une partie des forces de l'ordre, ce qui ne saurait concourir à la protection de ces dernières. Je ne fais que citer le contenu de son courrier. Monsieur le ministre, j'aimerais savoir comment vous recevez ces critiques de Madame la commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe. Deuxième question, très rapidement, parce que je vais pas revenir sur les fichiers, des questions ont été posées et des réponses apportées, même si elles ne me satisfont pas. Bien évidemment, tout le débat s'est cristallisé sur l'article 24, il n'en reste pas moins que ce texte consacre le principe d'une montée en puissance de la sécurité privée sur notre territoire. Alors, vous justifiez cela par la possibilité de confier à des agents de sécurité privée des tâches indues, accomplies actuellement par des gendarmes ou par des policiers nationaux. Je rappelle quand même que le plus souvent, ces tâches indues sont celles que d'autres administrations ne peuvent assumer en raison d'un manque des moyens. Alors bien évidemment, certains syndicats de police vous soutiennent, mais comme l'explique le sociologue Christian Mouana, il dit simplement, en se déchargeant des tâches indues, les syndicats de police se font manger la laine sur le dos. Ils ne voient pas que tout cela s'inscrit dans une logique de suppression
suppression des emplois publics. Les policiers pensent qu'ils vont être déchargés de certaines tâches, mais en réalité, leur profession se fait vider de l'intérieur. Monsieur le ministre, que pensez-vous de ce processus de privatisation accélérée de notre sécurité publique ? Merci, Madame Assassi. Madame Gatel. Merci, Monsieur le Président. Merci de vos voeux, Monsieur le Ministre, à vous et à tous ceux qui vous entourent. Je vous souhaite aussi une année la plus sereine possible. Mon propos est en écho à ce que disait notre collègue Daubresse sur l'ancrage territorial de la sécurité, sur lequel la délégation aux collectivités territoriales achève un rapport. Alors, ce sont à la fois des questions, mais aussi des remarques. Je suis très heureuse que vous ayez entendu la volonté, la défense de l'AMF de cette idée que la police municipale, en tout cas sa création, relève d'un libre choix et de la libre administration des collectivités, et qu'on ne saurait imposer des créations de police municipale pour que l'État, en quelque sorte, se décharge de ce qui est avant tout une fonction régalienne. Je ne dis pas que c'est votre idée, mais ça peut être le danger qui nous guette. On a une vraie question, Monsieur le Ministre, sur la formation des policiers municipaux, et notamment sur leur formation continue et la coopération avec la police ou la gendarmerie. Et mon autre question porte sur le continuum de sécurité dans les territoires dits ruraux, ou en tout cas non urbains. Il y avait hier un article dans Le Figaro qui met en avant l'augmentation du nombre de délits et de la délinquance dans des zones rurales, parce que, on va dire, les axes routiers amènent aussi des délinquants. En tout cas, c'est un fait. Donc, comment, Monsieur le Ministre, pouvez-vous nous assurer que dans des territoires dits ruraux, la gendarmerie ou la police continueront à être là, sachant que ces deux institutions sont de plus en plus souvent occupées par des tâches et des enquêtes judiciaires, qui fait que leur visibilité sur le terrain est un peu réduite. Et dans les territoires, on a une vraie question sur votre projet. Je ne dis pas qu'il n'est pas bon, mais il a besoin d'être expliqué, de bassins de délinquance, ce qui est effectivement très logique, et en même temps d'une nouvelle répartition entre la police et la gendarmerie ayant dans nos territoires un avantage énorme, c'est que les gendarmes vivent au milieu de la population, ils participent à la vie associative, leurs enfants vont à l'école, et qu'ils participent de ce fait à un rôle, une fonction éducative et de prévention qui me semble extrêmement importante. Je vous remercie. Merci, Mme Gatel. Mme Boyer, puis Mme Berrien ensuite. Il est allumé là ? Merci. Donc, Monsieur le Ministre, en ce qui me concerne, je voudrais vous parler d'immigration, parce que je pense qu'il y a urgence. Je voudrais vous parler du nombre de titres de séjour qui sont délivrés chaque année à des ressortissants de pays qui n'appartiennent pas à l'Union européenne. Ces chiffres ne sont pas dissimulés, mais ils sont rarement analysés dans une perspective de long terme. Et alors, on ne peut pas en parler ? Alors, j'ai une question sur la répartition, même si ce n'est pas dans le texte, parce que ça concerne... Je pensais qu'on pouvait parler de plusieurs sujets, Monsieur le Président. Allez-y, Mme Boyer, continuez votre intervention rapidement. Alors, rapidement, même... Il faut trouver un lien avec le texte, mais rapidement. Si ce n'est pas dans le texte, je voulais vous parler justement de la répartition... Vous donner quelques idées, si vous voulez, mais allez-y. Effectivement, de la répartition de ce que vous appelez des migrants surnuméraires ou surdotés, dans les régions, puisque Paris est surdoté. Donc, puisque ce n'est pas dans le texte, j'y reviendrai ultérieurement. Mais le ministre, oui, vous posez votre question. Je continue ma question. Merci, mes chers collègues. Donc, je ne voudrais pas enfreindre les règles de la commission. Bon, alors, je recommence. Donc, tout ce que je voudrais quand même rappeler que ces chiffres sont quand même extrêmement importants, puisqu'on est passé d'un peu moins de 150 000 en 2000 à 274 000 en 2019, soit une progression de 83%. Aucune autre grandeur significative de notre population ou de notre économie n'a évolué de la même manière. De même, le nombre annuaire des demandeurs d'asile est passé d'un peu moins de 40 000 en 2000 à 132 800 en 2019, soit une multiplication par 3,33 en 20 ans. Ces chiffres montrent que les 20 dernières années, les premières années du siècle, ont vu la formation d'une vague migratoire de très grande ampleur. Le nombre d'immigrants en 2018 était d'environ 6,8 millions
Et selon l'INSEE, la population immigrée, qui représentait 5% du total de la population de la France en 1946, en représente 7,5% en 2000, presque 10% en 2018, soit un quasi-doublement depuis la libération. Je ne veux pas vous faire parler de chiffres trop longtemps, mais je voudrais juste vous rappeler que pendant un mandat qui vous est cher, puisque vous y faites très régulièrement référence, après le retour au ministère de l'Intérieur de Nicolas Sarkozy, la France ne délivrait plus que 171 000 titres de séjour contre 192 000 en 2004 et que le nombre de demandeurs d'asile n'était plus cette année-là que de 35 000 contre 40 000 en 2000. C'est bien la preuve qu'on peut avoir une politique migratoire efficace. Et je ne parlerai pas des autres thèmes comme la lutte contre les mariages de complaisance, le durcissement du regroupement familial, la détection systématique des faux diplômes, la progression sans précédent du nombre de reconduites à la frontière, qui sont à mettre quand même à l'actif de cette période. Et des près de 33 000 sorties du territoire en 2011, 2 000 de plus qu'en 2019. Ma question aujourd'hui porte sur le fait que nous apprenons par la presse, sans en passer par la représentation nationale, que vous avez décidé de répartir un certain nombre d'immigrés que considérés après les évacuations de camps qui sont dans des conditions indignes dans la région parisienne, dans des régions qui sont considérées comme sous-dotées. Moi, j'estime que pour reprendre le contrôle de cette politique, il faut une volonté politique très forte et ferme et non une politique de répartition. Merci. Alors, Monsieur le ministre, pourquoi choisissez-vous de répartir, sans en parler à la représentation nationale, ces personnes qui sont évacuées des camps indignes de la région parisienne ? Merci, madame. Madame Vérien. Merci, Monsieur le Président. Moi, je voudrais vous parler de la formation des policiers qui se révèle toujours plus courte, alors que, en fait, leur rôle se complexifie. Et donc, c'est probablement dommage. De même, il nous a été fait remarquer qu'elle n'était pas diplômante, au niveau notamment de la formation continue, contrairement aux formations de la gendarmerie. Donc, ce qui est préjudiciable pour le travail que ces policiers peuvent effectuer ensuite, comme le font d'ailleurs les gendarmes aujourd'hui. Et enfin, je voudrais vous parler, moi aussi, d'un texte qui est un peu à côté, mais qui arrive avant la fin du mois, qui est la protection, qui est le code pénal des mineurs. Puisque, effectivement, ça concerne essentiellement la justice, mais malgré tout, le premier contact que les mineurs délinquants auront, ce sera à la police ou à la gendarmerie. Donc, est-ce que policiers et gendarmes seront formés ? Je vous rappelle que le garde des Sceaux souhaite que cette réforme soit applicable dès le 31 mars prochain. Et enfin, j'adore les questions d'informatique. Est-ce que le logiciel qui permettra de sortir la bonne convocation avec les bonnes références de texte pour la première convocation chez le juge pour avoir, comment ça s'appelle, le fait d'être coupable ou pas, la culpabilité ou pas, est-ce que les logiciels seront mis à jour dans les temps ? Et Monsieur Durand. Merci, Monsieur le Président. Je voulais dire à Monsieur le Ministre, à l'entame de cette question, que nous partageons certains des objectifs du texte, le continuum de sécurité et la protection de ceux qui nous protègent, évidemment. Peut-être plutôt que des questions précises, puisque nous sommes encore dans la phase d'audition et qu'on aura l'occasion d'approfondir tout ça en séance. Deux remarques. La première concerne ce qui nous a été dit lors de l'audition de la conférence des procureurs sur la chaîne de compétences pour établir les saisies, les procès-verbaux, la chaîne de compétences municipale, pour laquelle ils nourrissaient des inquiétudes. On sait que les procès-verbaux sont la base des procédures, la base des enquêtes, et que les risques de nullité attachés à des procès-verbaux qui seraient mal rédigés sont importants. Le doute sur la capacité d'un chef de service de pouvoir superviser le travail de fonctionnaires peu ou trop mal formés est réel. Donc ce point-là me paraît important. Donc je pense que c'est un des objectifs auxquels on doit s'attacher dans nos débats et un point d'arrivée à rechercher avec nos travaux. Deuxième sujet, évidemment, est autour de l'article 24. Alors je vous parlais tout à l'heure de climat.
Force est de constater que le climat ne s'est pas apaisé, que le coup de froid qu'on a connu sur le pays n'a pas rafraîchi les ardeurs de ceux qui s'opposent à ce texte. On avait tout à l'heure une table ronde, et il faut remercier les rapporteurs de journalistes. Je veux relayer les inquiétudes qu'on a entendues cet après-midi sur la capacité qu'ils auront, après la mise en œuvre éventuelle de cet article 24, à accéder à l'information. Une des questions qui nous a été posée, c'est notamment la question du statut de journaliste et de ceux qui ne le sont pas et qui contribuent pourtant à la fabrication de l'information, au droit d'informer et à être informé. Et puis une question précise sur les drones, puisque la question était posée cet après-midi de la confidentialité ou du maintien du secret des sources avec l'utilisation des drones, et qui paraissait pouvoir être mis en cause par une utilisation abusive des drones lors des opérations de maintien de l'ordre. Merci, Monsieur Durin. Eh bien, Monsieur le ministre, merci de répondre aux questions relatives à toutes les questions qui ont été posées. Bien, merci, Monsieur le Président. Alors, la question pour Madame L'Herbier, évidemment, le procureur de la République, il est essentiel dans ce dispositif, puisque c'est sur son autorité que vont agir les agents qui vont constater des délits, et pour les policiers nationaux et pour les gendarmes qui font des enquêtes. D'ailleurs, c'est un point très important. Je constate que les rapporteurs ne l'évoquent pas, mais à l'Assemblée nationale, singulièrement au groupe Les Républicains, parfois chez certains maires, il y a une demande que les policiers municipaux puissent faire exactement ce que font les policiers nationaux, par exemple accéder à tous les fichiers, par exemple, de pouvoir contraindre la liberté de telle ou telle personne, par faire des rétentions. J'ai bien compris que nous étions au Sénat, et singulièrement, je connais le sérieux à la fois du ministre de Bresse et du sénateur Hervé, mais je voudrais quand même dire que ça voudrait dire, comme conséquence, mais tout peut s'imaginer, que les policiers municipaux sont sous l'autorité exclusive du procureur de la République. Et que j'ai dit à plusieurs des maires que j'ai pu rencontrer, me dire, je n'ai pas recruté, moi, dans ma ville de Tourcoing, des policiers municipaux pour qu'ils ne soient que sous l'autorité du procureur de la République. Ou alors, c'est une façon peut-être un peu étonnante d'imaginer, évidemment, l'intérêt commun, mais je ne suis pas sûr que ce soit la volonté première de tous ceux qui demandaient ces dispositifs, puisque le procureur de la République est celui qui donne un certain nombre de possibilités d'action, ou qui autorise l'enquête et qui permet un certain nombre de privations de liberté, comme chacun le sait. Donc là, il s'agit bien évidemment d'un procureur de la République ou d'une procureure de la République qui mène sa politique pénale comme il l'entend. Les AFD, par exemple, ce que prendra comme dans la possibilité que lui laisse la loi, le procureur de la République pour voir quelle drogue, quelle quantité, comment on renseigne, la police municipale sera sous l'autorité de ce que décidera évidemment le procureur de la République, qui classera ou classera pas tel ou tel constat. Donc évidemment, le procureur reste notre pierre angulaire. J'entends d'ailleurs souvent des choses pour dire les policiers nationaux font. Ils sont souvent sous l'autorité d'un magistrat. Je suis un employeur, mais pas toujours le donneur d'ordre. Hein. Chacun le comprend, et c'est très bien ainsi, puisque notre droit est fondé sur cette action. Sur les questions de Mme Assassi, et notamment sur les questions qui relèvent des tâches indues. Bon, je comprends bien la rhétorique qui vaut pas simplement pour les forces de sécurité, mais qui fait du groupe communiste, et je respecte tout à fait cette position idéologique d'éviter les délégations de services publics, les dégagements vers d'autres de ce qui fait l'action de la fonction publique. Mais je ne peux pas tout à fait la suivre, en revanche, sur la conclusion faite par le sociologue qu'elle a cité, dont je n'ai pas retenu le nom. Puisque si la conséquence est la suppression de postes, vous m'expliquerez pourquoi nous sommes le gouvernement qui en crée le plus sous la Ve République des postes, puisqu'on a créé 10 000 postes supplémentaires de policiers et de gendarmes, rien que 2 000 encore dans l'année 2021, alors que nous allons vers des tâches indues, et c'est bien normal. Je prends des exemples, Madame Assassi. Aujourd'hui, je ne comprends pas pourquoi, en tant que ministre de l'Intérieur, ce sont des policiers qui quasi systématiquement, font les accueils des commissariats le jour. Pour faire des accueils et ensuite pour mettre en contact la personne qui souhaite porter plainte, connaît une violence conjugale, a envie d'avoir des informations. L'accueil, ce n'est pas forcément un policier en uniforme et avec une arme qui doit le faire. Une personne administrative peut tout à fait le faire, formée à l'accueil, à l'accompagnement. Et puis évidemment, ce n'est pas à elle de prendre les plaintes, cette personne. Hein. C'est bien sûr un fonctionnaire de police. Mais ça, c'est ce qu'on appelle une tâche indue. Il ne s'agit pas de la remplacer par quelqu'un qui fait du privé, mais par un autre fonctionnaire qu'on appelle la substitution. Par exemple, je n'ai pas toujours compris pourquoi, dans l'intégralité des CRA
c'est toujours des forces de l'ordre qui notamment s'occupent de la bagagerie. Vous savez, quand vous êtes dans un centre de rétention administratif, les affaires des personnes qui sont au centre de rétention, elles sont mises dans une bagagerie, et ce sont des policiers de la police aux frontières qui s'occupent de cette bagagerie. Alors, dans des conditions où l'ECRA pourrait voir des gens très dangereux, pour imaginer que même les gens qui sont, non pas la surveillance du CRA, mais à côté du CRA, soient des policiers, mais enfin, dans l'essentiel des sujets que nous évoquons, on pourrait tout à fait imaginer déléguer à quelqu'un d'autre le soin de faire cette bagagerie. Et le policier aux frontières armé, le policier aux frontières formé, il a peut-être d'autres actions à faire que celui de s'occuper de la bagagerie d'un certain nombre de CRA. Sur la garde statique d'un certain nombre comment dirais-je, de faits, par exemple, il y a des gens qui sont en réanimation, qui sont des condamnés, ou qui sont des personnes qui sont en accusation et qui ont des problèmes cardiaques, ils ont fait une crise cardiaque, qui sont en réanimation. Est-ce que ce sont des policiers qui doivent toujours garder à l'entrée? Alors, quand il s'agit de gens qui sont soupçonnés d'être dans de grand banditisme et qu'il peut y avoir vengeance, évidemment. Mais lorsqu'il ne s'agit pas manifestement de personnes qui relèvent de cette catégorie, on n'est pas obligé de penser que ce sont bons. On a des conventions avec l'administration pénitentiaire. Aujourd'hui, vous savez bien, c'est les policiers qui souvent, quasiment tout le temps, amènent soit dans les CRA. J'étais à Limoges hier pour aller au CRA de Bordeaux, il faut 3 heures aller-retour. Hein, c'est comme du temps pris policier. Bon, donc, est-ce qu'on ne peut pas imaginer que l'administration pénitentiaire ou d'autres personnes puissent s'occuper de ces choses-là? Il ne s'agit pas toujours de le déléguer à la sécurité privée, même si pour moi ce n'est pas un mauvais mot. Ça peut être aussi que chaque fonctionnaire puisse faire le travail pour lequel il a été formé, pour lequel il est le mieux utilisé. Donc il ne s'agit pas de, quand on parle de tâches indues, Madame la Présidente, d'y voir la privatisation à outrance, et il y a des agents de sécurité privée qui par ailleurs pourraient faire un certain nombre de tâches. En tout cas, je pense qu'on devrait l'expérimenter. Madame Gatel évoque l'augmentation des délinquances suite à l'article du Figaro dans les campagnes. Alors, ces augmentations de délinquance dans les campagnes, elles relèvent de 3 types qui sont très intéressants dans la délinquance pour voir quelles réponses on peut y apporter. D'abord, une délinquance routière. Je dis à la représentation nationale que les 3 grands maux qui touchent notre société, les violences conjugales et intrafamiliales, qui sont en augmentation, et également dans les territoires ruraux. Les délits routiers. Je souhaiterais, moi, si le Sénat, Monsieur le Président de la Commission pourrait nous aider, de voir comment on peut lutter contre ce phénomène que toutes les demi-heures et toutes les 20 minutes en zone gendarmerie, il y a des délits routiers, il y a des refus d'obtempérer. Des gens qui, parce qu'ils n'ont pas le bon permis de conduire, parce qu'ils n'ont pas déclaré leur assurance, parce que parfois ils ont des stupéfiants ou qu'ils sont sous l'emprise d'alcool ou de stupéfiants, prennent la vie de gendarmes ou de policiers ou d'autres personnes évidemment parce qu'ils refusent de s'arrêter. Ce sont une explosion continue des délinquances. Et évidemment, en zone gendarmerie, il y a plus de routes qu'il n'y en a en zone police, il y a plus de contrôle qu'en zone police. Et puis troisièmement, les actes commis contre ce qu'on pourrait appeler le monde agricole, par des introductions dans les fermes, le vol de carburant, des atteintes aux bestiaux, enfin bref, il y a un certain nombre de sujets que vous connaissez bien. Enfin, ces augmentations traduisent une forme de délinquance qu'il faut prendre en compte. Et évidemment, la création de postes dans la gendarmerie nationale, leur façon aussi d'imaginer, et leur implantation territoriale compte, mais leur implantation numérique compte beaucoup également. Vous savez que les gendarmes ont particulièrement avancé dans leur présence territoriale grâce notamment aux tablettes Néo, à leur géolocalisation et à leur intervention. Et demain, nous l'espérons, les CSU intercommunaux, les CSU départementaux qui permettront de donner dans les zones rurales, même si les gendarmes ne font pas que de la ruralité, ils font aussi beaucoup d'interventions dans les zones urbaines, et bien permettent sans doute d'accompagner ce que n'ont pas les policiers, c'est-à-dire souvent des caméras de vidéoprotection qui les aident à intervenir, ce qui n'est pas le cas, vous savez bien, souvent des communes les plus rurales. Donc c'est un travail très important. Et ces tâches indues, je le redis, permettent aussi de pouvoir libérer un certain nombre d'effectifs pour les remettre sur le terrain. On a l'occasion d'en reparler. Alors, Madame Boyer a évoqué des sujets qui effectivement ont un rapport très lointain avec le texte, mais je ne voudrais pas la frustrer dans ma réponse. Bon, je veux bien qu'elle compare. Alors, elle évoque le temps où Nicolas Sarkozy était ministre de l'Intérieur. Je souhaiterais faire remarquer que c'était un temps sans doute important et béni. Je ne m'y réfère pas beaucoup parce qu'à l'époque, j'étais étudiant. Donc, je crois que d'abord, j'ai été parlementaire avec elle après la défaite du président Sarkozy. Quand elle a évoqué les 20 ans d'augmentation massive des migrations, je pense qu'elle évoquait aussi sa propre autocritique, que je l'imagine bien volontiers. Mais je veux dire à Madame Boyer qu'on ne peut pas comparer les choses comme celle-ci. D'abord, Madame Boyer, vous aurez constaté que vous comparez des chiffres dans des moments où les régimes, notamment du Maghreb et de l'Afrique, étaient dans une stabilité politique un peu différente. En Libye, en Tunisie, au Maroc,
en Turquie, au théâtre syrien, le théâtre irakien, n'était pas tout à fait dans les mêmes prédispositions que, même si ça n'empêche pas que l'action du président Sarkozy, je l'ai loué et je la loue, sur des questions de sécurité, était tout à fait comparable avec la politique migratoire que nous connaissons. Parce que sinon, ça voudrait dire que le bilan du président de la République que vous semblez attaquer devrait être attaqué aussi pour la chancelière Merkel, puisqu'il suffit de constater les chiffres d'immigration en Allemagne, ils sont bien plus importants. Deuxièmement, je pense que Madame Boyer devrait se méfier des chiffres, puisque quand on fera le bilan de l'année 2020, elle verra qu'on a moins 40% de titres donnés en l'année 2020, qu'elle verra que sur 135 000 demandeurs d'asile, seul un quart ont des titres d'asile, et que notre problème n'est pas tant le nombre de personnes qui viennent sur le territoire national, que notre difficulté à les reconduire dans leur pays, qui est un vrai sujet. Comment on prend des EQTF, comment on les reconduit dans leur pays. Il faut avouer qu'en 2020, comme il n'y avait plus de vols réguliers vers les pays du Maghreb notamment, mais aussi vers des pays lointains qui sont un théâtre de guerre, je l'ai déjà dit, Syrie ou Irak, voire dans des pays dans lesquels nos relations diplomatiques sont plus que compliquées pour obtenir des laissez-passer consulaires type Pakistan, par exemple, puisque vous avez remarqué que les relations entre nos dirigeants sont pas simples, parce que par ailleurs le président de la République est courageux. Ceci explique sans doute cela. Je constaterai d'ailleurs, Madame la députée, que si elle regarde le chiffre des naturalisations, elle verra qu'il y a eu 20% de plus de naturalisation entre 2007 et 2012 que maintenant. Donc je crois qu'il faut faire attention aux comparaisons. Elles ne sont pas toujours, raison, et je m'en voudrais de ne pas lui avoir répondu, même si le débat migratoire, je le comprends tout à fait, est un débat qui n'est pas un débat à caricaturer, qui mérite une vraie discussion et sans doute une amélioration de l'action publique, et singulièrement dans la reconduite à la frontière, puisque dans le contrôle des frontières, il n'y a jamais eu autant de policiers et de gendarmes à nos frontières. Et d'ailleurs, je le dis à Madame Boyer, c'est le président de la République et avant lui le président Hollande qui avons fermé, grâce au traité que prévoient notamment les accords de Schengen, même si je pense personnellement qu'il faut revoir ces accords, mais on a eu l'occasion de le faire, le président de la République a encouragé l'Union européenne à le faire, de rétablir nos frontières, ce qui n'était pas le cas dans les années du début des années 2000, puisque c'était un autre moment, et personne ne peut faire ce procès ni à M. Jospin, M. Chirac, ni à M. Sarkozy, à M. Fillon, puisque c'était des moments climatiques et géopolitiques très, très différents. Le sujet évoqué sur la formation est tout à fait essentiel. Je le comprends 1000 fois, je l'ai moi-même évoqué. Il y a eu des erreurs de réduire les formations. Alors, réduire la formation initiale, mais je dois avouer que le Parlement doit aussi comprendre qu'on ne peut pas à la fois demander plus d'effectifs au ministère de l'Intérieur et plus longtemps de formation. Il y a un moment, les fils ne se connectent pas tout à fait. Donc, si on fait plus de formation initiale quand on recrute des policiers, il faut accepter qu'ils viennent moins vite dans les commissariats. Donc, on a parfois un débat. C'est sans doute ce qui a poussé mes prédécesseurs à raccourcir cette formation initiale. Mais je pense que c'était une erreur, je l'ai dit. Et puis, il y a la formation continue. Alors, il y a la formation continue théorique, puis il y a la formation continue pratique. Alors, d'abord, théoriquement, ils n'ont pas assez, vous avez raison, d'heures de formation, les policiers. Ni juridique, ni physique, ni technique, vous avez bien raison. Et même quand ils en ont, je prends l'exemple du commissariat de Limoges, 50 heures de formation annuelle, ils en ont fait qu'une dizaine. Parce qu'il n'y a pas le temps, parce qu'ils sont hyper mobilisés, parce que les manifestations d'ordre public, la sécurité publique a fait de l'ordre public, parce qu'on n'a pas réglé le problème toujours des horaires dans la police nationale, parce qu'il y a des... Voilà, et que tout ce qui prend, comme parfois pour les CRS, on le prend sur la formation. Et c'est pas bien, parce que du coup, on évite aux policiers, d'abord d'être dans un bon cycle de travail, comme tout salarié, comme tout travailleur qui a le droit à sa formation, et on ne lui permet pas d'être à jour, si j'ose dire, et c'est leur responsabilité de l'État employeur, c'est-à-dire moi, et donc on va changer effectivement les choses. Et puis après, il y a les formations qui relèvent notamment des tirs administratifs. Il doit faire 3 tirs, par exemple, administratifs par an. Vous constaterez qu'ils sont quasiment tous concentrés, c'est une caricature, mais au mois de décembre, par manque de stands de tir. On peut imaginer des choses, on travaille avec les polices municipales pour faire des stands de tir communs, on peut imaginer des stands de tir mobiles, mais quand il y a un problème avec un policier, que fait l'IGPN? La première fois qu'il regarde, s'il a fait ces 3 tirs. Et nous devons à nos policiers, je crois, le chiffre que j'avais retenu, c'est plus de 60% des policiers seulement qui faisaient leurs 3 tirs administratifs dans l'année. Donc il y a améliorer les durées de formation initiale et continue, mais déjà appliquer ce qu'on sait faire. Et ça demande un gros travail de ressources humaines, ce que j'ai demandé au directeur général de la police nationale. Les gendarmes ont un système certes différent, mais enfin qui mérite quand même d'être amélioré et revu. Le directeur général de la gendarmerie y travaille, et notamment dans la coordination de nos forces entre police et gendarmerie. Si je prends le maintien de l'ordre, le travail des CRS et des gendarmes mobiles sur le terrain sont complémentaires, et il faut qu'ils travaillent plus de temps ensemble, à se former ensemble, pour avoir des
des réflexes et mieux se connaître les uns les autres. Mais je ne peux que souscrire à votre propos. Sur le code pénal et la façon dont le garde des Sceaux imagine les prochains textes de loi, bien évidemment, il y a des policiers spécifiques, vous savez bien, dans leur fonction et dans leur métier, et ils font un travail très courageux d'ailleurs, qui concerne les mineurs. Ils n'y voient pas, ils ont à la fois beaucoup d'humanité et beaucoup de difficultés, bien sûr, à traiter cette forme de délinquance qui est en grandissante, malheureusement. Et donc, évidemment, nous travaillons avec le garde des Sceaux pour à la fois former aux nouveaux outils juridiques et qui seront conformes aux volontés du législateur. Sur le logiciel, alors c'est le magistrat seul qui décide de la culpabilité. Ce n'est pas, et ce ne sera pas, j'espère, les logiciels de la police. Je parlais de la convocation qui était générée par la police. Je le disais bien volontiers pour que chacun l'entende, et j'avais bien compris comme ça. Je pense que c'est donc, vous parlez d'un logiciel de magistrat qui s'appelle Cassiopée. Si c'est le cas, je crois que... Non, parce que malgré tout, le fait de venir devant le juge, la convocation va être donnée par la police avant d'aller. Et après, le juge décidera ou pas de la culpabilité, mais c'est bien la police qui va lui donner sa convocation. Mais que la police lui donne, c'est une chose, mais je crois que le logiciel vient de la magistrature, puisque... D'accord, c'est sur Cassiopée aussi qu'ils ont... Je crois que c'est sur Cassiopée. En revanche, ça ne veut pas dire que la police nationale et la gendarmerie ne doivent pas améliorer leur process de logiciel, notamment d'enquête pénale, et nous y travaillons. Alors, il y a 2 expérimentations dont j'encourage votre commission à peut-être aller voir, à Amiens et à Blois, sur la procédure pénale numérique, qui est le rapprochement des deux, ce qui évite beaucoup de doublons, et ce qui est très intéressant et qu'on va généraliser avec le garde des Sceaux à la fin de ces expérimentations. Et de manière générale, les doubles écrans, comme je l'ai fait à la DGFiP quand je suis arrivé au ministère des Comptes publics, alors qu'on numérise, il faut accepter les doubles écrans pour les agents, l'utilisation de logiciels d'intelligence artificielle ou de dictée plus efficaces. Enfin bref, il y a un certain nombre de sujets. Voilà, M. le PAJ m'évoque le logiciel de rédaction de procédures, le LRP, qui est en cours de réforme. Comme ça, vous saurez tout sur les logiciels. Il est prêt à vous en parler, d'ailleurs, toute une soirée, si vous l'invitez, Monsieur le Président. Vous dire également que je partage la question des PV mal rédigés, mais je crois que j'ai répondu au rapporteur Daubresse. Et encore une fois, je ne voudrais pas qu'on dise que ce sont les policiers municipaux, même s'il y a un chef de service. La police nationale et la gendarmerie doivent aussi faire des efforts. Donc on a un très gros travail d'OPJ, notamment le ministre de l'Intérieur que je suis, dans la police nationale, à la fois manque d'OPJ sur le terrain, il y a 3000 OPJ qui ne sont pas OPJ. C'est-à-dire qu'ils sont OPJ, ils ont une qualification OPJ, mais ils ont eu leur qualification et ils sont partis dans les services qui ne sont pas des judiciaires. Donc moi j'ai mis fin aux primes des OPJ qui ne sont pas OPJ, et j'ai essayé de raméliorer les primes de ceux qui prennent le risque ou qui font le travail parfois fastidieux d'être OPJ. Enfin bref, je pense que nous réglerons structurellement ce problème. C'est un métier d'être officier de police judiciaire qui garantit le droit de tout le monde et qui garantit évidemment la procédure. Et je crois que les procureurs ont eu raison de vous alerter sur ce point. Sur l'article 24, je comprends votre intervention. Vous comprendrez que je pense avoir évoqué le sujet que, quelle que soit la rédaction, ce qui intéresse le ministre de l'Intérieur, c'est qu'on puisse continuer à protéger, je sais que c'est le cas de tout le monde, les policiers et les gendarmes, et que le temps de la navette parlementaire n'aura jamais été aussi bénéfique, sans doute, à une disposition d'un texte de loi. Je le partage tout à fait. Et tant que le but est atteint, et que tout le monde soit rassuré, évidemment, le gouvernement ne pourra qu'y être favorable. Merci, Monsieur le Ministre. Écoutez, nous arrivons au terme de cette audition. Je ne vais pas revenir sur les points qui ont été évoqués, bien évidemment, mais sur celui de l'article 24, puisque ça a fait l'objet de beaucoup de discussions, la Commission, les rapporteurs feront des propositions à la Commission, et nous veillerons, dans la rédaction qui sera proposée, à remplir la première mission, qui est celle de protéger les policiers. Il n'y a aucun doute là-dessus. Soyez-en totalement assurés. Mais nous veillerons aussi à ce que les choses soient parfaitement rédigées pour qu'elles ne posent aucune difficulté à personne. Car notre intérêt, je parle collectif, c'est évidemment que les choses se passent bien et que les policiers qui exercent leurs fonctions soient protégés dans l'exercice de leur mission.